Bienvenue sur Tempo Afrique TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux éminents invités, dont un est un habitué de ce plateau de Tempo Afrique TV et qui nous vient droit du pays du président Macron, où séjourne actuellement le président Ouattara, dont le nom défraie la chronique africaine. Il s'agit, vous l'avez reconnu, il est déjà positionné. Il s'agit de l'honorable ministre Dianotin Valentin Agossou, qui n'est plus à présenter. Le second, il est tout nouveau sur ce plateau de Tempo Afrique TV. Il a pour nom M. Dieudonné Katakula. Il est le directeur de publication du journal Le Matin. Ce soir, nous allons débattre avec ces deux éminents guests très avisés des questions politiques d'une thématique très pertinente. La compromission politique, une âme qui plombe l'opposition au Bénin. Alors, tout de suite, bienvenue, monsieur l'honorable ministre Dianotin, sur Tempo Afrique TV, à travers notre émission Inside Africa que vous connaissez très bien. Monsieur le ministre. Oui, bonsoir, monsieur Aruna. Bonsoir, mon cher ami Katakula, que j'ai le plaisir de voir le joli visage. Merci les téléspectateurs de Africa Tempo. Et merci également aux techniciens de l'ombre que je salue au passage. Merci, monsieur l'honorable ministre. Bienvenue, monsieur le journaliste Katakula, sur Tempo Afrique TV, à travers cette émission. C'est votre première apparition sur ce plateau. Alors, soyez vraiment le bienvenu, monsieur Katakula. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à votre émission. Et je profite pour dire tout le plaisir que j'ai de revoir le visage du ministre Dianotin. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Comme vous le savez, et par tradition, nous avons l'habitude de planter le décor, une manière pour cadrer vraiment notre entretien, le débat. Donc, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, chers panélistes, nombreux sont les hommes politiques au cours de leur pérégrination, abandonnés sans aucun scrupule le segment idéologique autour duquel ils avaient construit leur activité militante pour se mettre au service d'une cause qui paraissait jusque-là totalement incompatible avec leur idée et leur vision de la société. Parfois, cette transfuge qui ne résiste pas à l'appel des sirènes du régime ne font même pas dans l'approximative pour demeurer quelque peu sous le giron de leur conviction initiale. Ils basculent avec âme et bagage dans le camp adverse et changent du jour au lendemain de discours en pointant du doigt, souvent avec une virulence inouïe, les militants avec lesquels ils avaient effectué leur classe et partagé le même combat politique et idéologique. Ça vous rappelle certainement quelque chose, monsieur le ministre Dianotin. Alors, même ceux qui, dans l'opposition, paraissent inébranlables dans leurs croyances, très convaincus pour défendre les nobles idéaux pour lesquels ils étaient prêts à consentir les pires sacrifices, ont fini par succomber. Ils étaient, disait-on, de gauche, progressistes, ardents défenseurs des causes justes, apôtres du combat contre l'injustice et les inégalités sociales, militants acharnés pour les droits de l'homme, la liberté d'expression, la démocratie, des adversaires impénitents, en somme, du régime en place, symbole de la négation de tous ces motifs de mobilisation. Ils ont bradé tout ce potentiel militant, je dis bien, ils ont bradé tout ce potentiel militant qui a parfois instauré par la contestation, le rééquilibrage du rapport de force avec le pouvoir pour s'échouer aux abords d'un système qui offre, bien entendu, un meilleur confort politique et des promotions administratives à profusion en fonction des services rendus. Ce phénomène de reniement qui va toujours à l'avantage du régime et qui fait perdre à l'opposition un effectif précieux
de militants formés dans le vif de l'action s'est gravement accentué depuis l'arrivée du président Talon au sommet de l'État. C'est sûr que cela ne va pas laisser indifférent mon cher ami, M. Katakula. Alors, je poursuis. L'une des stratégies employées pour consolider son système autoritariste aura été sans aucun doute celle qui devait fragmenter tous les secteurs n'adhérant pas à sa politique, à savoir partis d'opposition, presse libre, syndicats autonomes, associations citoyennes indépendantes, mouvements collégiens et estudiantins réfractaires, avec des méthodes perfectionnées de parasitage, de noyautage, d'infiltration, de pression, de compromis et de corruption. Cette stratégie s'est avérée payante, puisque nous savons aujourd'hui que tous ces acteurs qui font part d'une extraordinaire résistance ont subi d'une manière ou d'une autre les attaques permanentes féroces du pouvoir pour les assujettir. Conséquence, chers panélistes, il n'y a plus de vie politique au Bénin au sens où l'entendent les experts en politologie, capables d'influer sur les cours des événements et donc d'agir sur la transformation de la société, où ce seraient les opinions les plus éclairées et les plus convaincantes qui auraient droit de citer. Comme il y a de moins en moins d'engagements politiques capables de servir une cause en dehors des attraits matérialistes qui la contaminent. Pour une miette où la dogocratie, et ça j'emprunte ce mot du président Nicéphore Soglo, des hommes politiques ont franchi allègrement le pas de la trahison de leur franchise militante. Tout esprit rebelle à l'ordre établi a profondément tourné vers le changement où serait ainsi achetable ou vendable. Ce nomandisme politique, si je peux l'appeler ainsi, n'est que le reflet d'un activisme politique perverti qui se nourrit de mensonges et d'hypocrisie et devant lequel tout le monde fait semblant. À ce jeu du miroir déformant, c'est le peuple, c'est-à-dire les enfants de Béanzin, de Kaba, de Biogara, de Terre Agbanin, qui meurent à petits coups. Alors, chers panélistes, monsieur l'honorable, réagissez très rapidement à ce décor très émouvant et ainsi planté. Monsieur le ministre Djem. Merci, monsieur Aruna. En voulant présenter le décor, vous êtes allé tellement loin que je me demandais si je suis en face d'un étudiant qui soutient sa thèse. Merci. Alors, non, au fait, c'est une thématique assez intéressante et dans toutes les politiques africaines, et le cas qui nous intéresse le plus, c'est le cas de l'opposition béninoise. Et je m'en voudrais de ne pas reconnaître que le phénomène a traversé tous les âges, c'est-à-dire tous les régimes. Après la conférence nationale, bon, le régime que nous avons eu, c'est le régime de Soglo, qui n'a pas eu tellement un autre régime auquel il peut se référer pour pouvoir accueillir des gens qui étaient dans le camp qui était au pouvoir. Mais après le régime de Soglo, tous les régimes qui ont suivi, nous avons petit à petit commencé par glisser dans cette dérive où des politiciens ayant soutenu, comme vous l'avez dit, une politique à un moment donné, dès que le régime change, les gens plient bagages tout et tout pour retourner encore vers le nouveau, qui peut-être, pour qui n'ont même pas peut-être travaillé pour son avènement, ou bien qu'ils ont même attaqué et plient bagages pour venir. Alors, mais dans le développement que vous avez fait, effectivement, comme j'ai dit, ça a traversé tous les régimes, que ce soit le régime de Kérékou qui est revenu, après, que ce soit sous le régime de Yaïbouni, on a connu ça. Maintenant, sous le régime de Talon, la différence fondamentale est que on ne vous laisse pas, comme j'allais dire, on ne vous laisse pas la possibilité, l'option de venir ou de ne pas venir. Il y a certains, effectivement, qui sont sans conviction, qui sont allés, mais il y a d'autres qu'on a contraints par différentes méthodes que vous avez énumérées
pour les faire adhérer. Mais il faut reconnaître que c'est un manque de conviction, c'est un manque d'idéal. Et il faudrait que chacun de nous puissions travailler à restaurer l'image de la politique. Sinon, ce faisant, nous n'aurons jamais d'idéologie. C'est-à-dire, la politique, ça va être seulement pour les intérêts privés personnels et non pour le bien-être de la population. Donc, c'est ce que je peux d'abord dire de façon liminaire. Au fur et à mesure, nous allons meubler nos argumentaires. Merci beaucoup, honorable Dianoutin. Monsieur le journaliste, mon cher ami, monsieur Katakula, votre réaction très motivée par rapport à ce décor ainsi planté. Oui, le problème ainsi posé, enfin le problème qui se pose par rapport, vous avez parlé de compromission, vous avez des thèmes, mais vous êtes beaucoup plus appesanti sur ce que nous appelons communément ici la transhumance politique. Et cette transhumance politique, elle est le fruit, comme vous l'avez dit, du fait que les partis politiques, les militants des partis politiques ou les élites politiques ne sont pas forcément des gens qui se mettent ensemble depuis, disons, pour ce que j'en sais, même si j'ai lu dans les livres, mais pour ce que j'ai pu observer en tant que quelqu'un qui a pleinement conscience de ses sens, de 90 à aujourd'hui, que nous sommes en face de gens qui se mettent ensemble seulement pour les intérêts du moment. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de conviction profonde que lorsque nous nous mettons ensemble au sein d'un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir d'État et les essais pour atteindre tels objectifs. Nous voulons mener les populations à tel objectif. Voilà la façon dont nous voulons gouverner. Et on y croit dur, on y croit fort. Malheureusement, comme l'a dit le ministre, depuis toujours, ça a été ainsi. Et les régimes au pouvoir, quand je dis régime, les gouvernants, le président de la République et tout ce qui le suit, et les partis satellites qui l'entourent, à des moments donnés, finissent par consentir qu'il faut se mettre ensemble au sein d'un ensemble fort pour pouvoir mieux soutenir et mieux maîtriser tous ceux qui gravitent autour du chef. Il a parlé tout à l'heure en disant que le président Nicéphore Soglo en 90 et 96, entre 91 et 96, n'avait pas un modèle sur lequel s'appuyer, mais il a oublié l'appel de Goro vers la fin du régime, où on a demandé à tout le monde tout le monde de se rallier à l'appel de Goro. Ainsi, la renaissance du Bénin est née et beaucoup se sont rués vers ce parti, surtout les cadres des gouvernements. Donc, le problème que vous posez fondamentalement, c'est un problème qui traverse tout le temps les âges. Et c'est pourquoi, depuis un certain temps, un certain nombre de réformes ont été initiées dans le pays. Moi, je ne me base pas sur les commentaires ou la manière dont ces réformes sont initiées ou sont menées. Mais le fait qu'on ait pensé à ces genres de réformes, cela montre qu'on ne peut plus continuer tel que ça se faisait. On ne peut plus continuer comme ça. Nous avons une nouvelle charte des partis politiques aujourd'hui qui renforce le rôle des partis politiques, qui met les partis politiques au cœur de l'action politique et donc qui permet que des individus qui, lorsqu'ils sont populaires chez eux dans leur arrondissement, peuvent arriver à manipuler 2 ou 3 chefs de famille qui soumettent l'État à certains chantages, et donc ces chefs d'État sont obligés soit de les nommer ministres, soit de nommer des gens qui sont proches d'eux, soit de leur donner des marchés. Et donc c'est ainsi que la politique était considérée juste comme un marché où le clientélisme sévissait. Donc pour ne pas m'appesantir sur ça, j'ai dit c'est un problème, tout le monde a conscience de ça, et le ministre Dianoutin aussi. Beaucoup de réformes ont été proposées, c'est pour ça que nous avons une nouvelle charte des partis politiques dans le pays, qu'importe ce qu'on en pense, mais il était impérieux d'y arriver. Il y a un nouveau code électoral qui renforce toujours les partis politiques. Et donc, pour moi, les solutions, ce que je dis là, ce n'est pas la panacée, ces réformes, ce n'est pas la panacée, mais c'est déjà un début de solution. Il faut renforcer les partis politiques. Lorsque les partis politiques seront renforcés, ces marchands d'illusions, ces commerçants politiques, je crois qu'ils finiront par ne plus trouver où rester. D'accord. Merci beaucoup. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet à travers les questions, je vais laisser le ministre Dianoutin réagir sur cet aspect où votre vis-à-vis a dit que, bon, voilà, ces marchands politiciens sont pratiquement
responsables de ce fait. Est-ce que la faute est seulement à leur niveau ou c'est pratiquement le pouvoir qui essaie quand même de titiller ce phénomène? Très rapidement. Oui, merci beaucoup. Je salue le développement fait par M. Katakula et le rappel qu'il a fait à propos de l'appel de Goro, et qui était vrai, vers la fin du régime, effectivement, il y a eu cet appel-là. Donc, qui a fait que certains, effectivement, se sont dit, si nous ne sommes pas avec le régime, nous sommes privés de tout. Mais le problème, effectivement, qu'on avait le problème perçu, mais ce que je ne partage pas avec M. Katakula, les réformes qui sont engagées, quand il dit qu'il ne veut pas les commenter, le débat n'a pas de sens. On doit faire le débat en critiquant, ou soit on est d'accord, on n'est pas d'accord, ou bien s'il y a à améliorer, il faut améliorer. Effectivement, on a fait des réformes en proposant des chartes de parti, mais ces chartes n'ont pas réglé du tout le problème. Encore que ceux qui même veulent mener ces réformes, eux-mêmes ne sont pas convaincus de ce qu'ils veulent faire, ou du moins n'ont même pas mûri. Et en tant que député à l'Assemblée nationale, je suis bien placé, je suis observateur de la politique parce que je suis politique. Regardez, en moins de 2 ans, nous avons connu 2 chartes. On a fait une première charte, après on a changé, on a fait une deuxième charte, on a fait code électoral, après on a changé, on a fait code électoral, après on a encore changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là même qui veulent faire la réforme n'ont même pas une idée précise de ce qu'ils veulent faire. Et chaque fois qu'un petit problème se pose, on court pour aller encore changer. C'est aux hommes de s'adapter à une loi. C'est aux hommes de s'adapter à une loi. On ne prend pas une loi pour s'adapter à une situation. Et mieux, notre charte des partis politiques, puis le débat s'était fait, n'a pas empêché la question de transhumance, ni le code électoral. Il aurait fallu que l'on puisse statuer là-dessus. Mais étant donné que ceux qui sont là sont conscients qu'ils vont toujours agir ainsi, le problème n'est pas réglé. Je vais plus loin pour dire que si vous prenez même les 2 partis politiques qui sont les partis politiques majeurs du chef de l'État, UP et BR, vous avez constaté qu'à la formation de ces 2 blocs-là, il y a eu encore des va-et-vient. Alors que pourtant, ils soutiennent tous le même président de la République. Les gens ont quitté le BR pour aller à l'UP, les gens ont quitté l'UP pour aller au BR. Alors, on aurait noté plus d'adresse et de détermination si, chemin faisant, ceux qui sont en place ne commencent pas eux-mêmes pas faciliter le phagocytage des partis existants ou des partis qui se disent opposants pour les contraindre. Et c'est ça, je vous rejoins, M. Aruna, pour dire, à des moments donnés, ce sont les politiciens qui sont prêts à changer de casquette, mais il arrive des moments où, effectivement, c'est le chef de l'État qui met une pression d'une manière ou d'une autre sur des gens qui n'ont pas une conviction forte, comme l'a dit Katakula tout à l'heure, et qui se laissent aller. Donc, le problème est des 2 côtés. Il faudrait d'abord que nos dirigeants puissent se dire, nous devons avoir une diversité d'opinions dans un pays. Nous pouvons avoir plusieurs partis qui ne sont pas tenus de dire les mêmes choses, et que tous ceux qui veulent s'engager en politique puissent se dire que la politique, ce n'est pas nécessairement pour l'argent, ce n'est pas nécessairement pour les intérêts, ce n'est pas nécessairement pour les dénominations. Et que même si on est persécuté, comme moi je le suis, on peut tenir bon. Mais tant qu'on n'aura pas ça, et qu'on va vouloir que lorsqu'on est au pouvoir, tout le monde doit venir vers soi, on ne parviendra jamais à construire quelque chose de solide. Si dans les pays que nous imitons et dont nous parlons, ils ont pu avoir, et que nettement, on sait qui est de gauche, qui est de droite, ou parfois même ça devient même problème même de famille, même un problème de région, où on sait que dans telle région, les gens votent à peu près gauche, dans cette région, les gens votent à peu près droite, les gens votent peut-être le centre. Donc, c'est une construction de longue haleine, mais que nous devons patiemment construire. Mais si tout le temps, nous allons mettre des manières pour inventer des trucs, pour détruire les gens, on va voir. Et regardez, malgré tout ce qu'on a fait comme code électoral, malgré tout ce qu'on a fait comme charte des partis, comme amis, mais regardez ce qu'on a vécu récemment encore à Parakou. Est-ce que donner force aux partis politiques veut dire qu'il faut maintenant se substituer au peuple? Puisque la dernière réforme qui a été faite là, où au lieu d'installer les maires, au lieu d'élire les maires, on a couru en pleine installation pour aller modifier encore la loi pour que désormais les maires soient nommés par leur parti. Mais la démocratie est dévoyée complètement. Ce n'est pas possible ça.
On ne peut pas empêcher le peuple même d'abord de voter parce qu'on ne laisse pas librement les gens aller au vote. Et maintenant, lorsque les conseillers sont élus, on interdit à leur père d'élire encore entre eux celui qui va être leur responsable. Et on dit le chef de parti. Mais ça revient à dire quoi? Si je prends le cas d'espèce au Bénin aujourd'hui, ça veut dire que finalement, il n'y a que 2 personnes qui peuvent désigner tous les maires. Là, je veux dire, M. Amousson Bruno et puis Puis Biochané. Mais je prends les deux. Les deux encore reviennent à la seule personne du président de la République. Donc, c'est ce débat, moi, je veux que nous allions au-delà même du président qui est là aujourd'hui pour se dire, comme je l'ai dit, comme c'est un phénomène que nous notions depuis longtemps, il faudrait que le débat soit mené de fond sans se dire que j'appartiens à l'opposition, j'appartiens à la mouvance, que nous fassions un débat objectif pour qu'à l'avenir, on puisse commencer à construire quelque chose de solide pour nous-mêmes et pour nos enfants. Merci beaucoup. Monsieur Katakoula, très rapidement sur cet aspect. Oui, je pense que nous sommes toujours dans la même dynamique, le ministre Dianoté et moi. Quand je dis nous avons tous fait le constat que vous avez fait dans votre billet ou dans votre édito qui a lancé l'émission. Aujourd'hui, voyez-vous, la façon dont nous percevions les choses en 1990-91, ce n'est plus la même perception aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que les mentalités évoluent. Et à mesure que les mentalités évoluent, on s'arrange toujours pour que l'idéal poursuivi. C'est-à-dire que le fait que les gens, l'élite politique ou la classe politique doit être une classe de conviction, qu'on s'arrange toujours tous les jours pour que cela soit ainsi. Je prends un exemple. Nous avons tous convenu que ce qui se passait, ce n'est pas bien. Il y a de nouvelles lois qui sont votées. Le ministre Dianoté a dit tout à l'heure, oui, que on se conforme à la loi. Mais nous devons aussi savoir que c'est nous-mêmes qui nous sommes dotés des lois. Si à un moment donné, les lois nous empêchent d'évoluer, on s'assoit et on révise ces lois parce que la loi n'est pas faite pour nous maintenir dans une étape où nous ne pourrons pas évoluer, mais plutôt pour nous aider à évoluer. La loi n'est pas faite pour nous contraindre à rester sur place. Si nous voyons que les lois que nous avons ne nous permettent pas, ne favorisent plus le vivre ensemble, ne permettent plus d'atteindre leurs objectifs fixés, on se rencontre, on se revoit et on revoit ces lois-là et on l'adapte au projet d'avenir. Et donc pour moi, par rapport à tout ce qui se passe, tous les exemples que M. Dianoté a donnés, j'ai dit, nous sommes au début d'un processus. Nous n'allons pas voir que c'est Patrice Talon qui est là aujourd'hui, que c'est Patrice Talon qui fait ci, qui fait ça. Aujourd'hui, il est une chose dans la conscience collective que le statu quo qu'on avait observé, où le clientélisme politique est de mise, où des gens sortis de nulle part, c'est eux qui se prennent pour les rois de la République, qu'on n'en aura plus. Deuxième chose, lorsque le ministre dit qu'avec ce qui se passe au niveau des partis politiques, au niveau des conseils communaux et municipaux, que les élus ne peuvent même plus désigner le maire ou autre. Je crois que nous ne sommes pas les premiers au monde. Voyez-vous, dans presque tous les partis politiques, vous prenez par exemple, vous suivez l'élection du maire de Paris où vous êtes, ou je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, même pendant la campagne déjà on connaît qui sera le maire. Parce que c'est ce que le parti a décidé. Ici, qu'est-ce qui se passe? Vous appartenez à un parti politique, vous allez aux élections, vous êtes élu, le parti désigne quelqu'un pour être maire et d'autres personnes vont faire des négociations en amont et viennent remettre en cause les plans du maire. Or, la population a fait confiance à ces partis politiques. Moi, je crois que l'essence des réformes, c'est de donner force aux partis politiques. Vous allez en Afrique du Sud aujourd'hui, l'ANC est un parti fort. Et lorsque vous êtes chef de l'État et que l'ANC vous dit aujourd'hui c'est fini, démissionnez, vous êtes obligé de démissionner. Parce que c'est le parti qui vous a élu. C'est le parti qui vous a donné sa caution. À partir du moment où le parti n'a plus votre confiance, vous ne pouvez plus continuer à exercer. Et je crois que l'essence des réformes, ce que nous déplorons depuis toujours, c'est le fait que les partis politiques ne soient pas forts. Le fait que les partis politiques n'aient pas une certaine organisation, une certaine assise. Et c'est ça qui pousse à cette transhumance et à tout ce qu'on voyait. Aujourd'hui, c'est vrai, la difficulté est là pour mettre en place les choses, parce qu'il a fallu retourner à l'Assemblée nationale pour retoucher les textes avant que certains ne se mettent dans les rangs. Mais nous devons savoir que si la démocratie béninoise, ou même en Afrique, si ça doit évoluer, il faudrait que nous faisions confiance à ces partis politiques. Aujourd'hui, au Bénin, c'est vrai, il y a l'Union progressiste et le bloc républicain, on a les postes Coripo et Bénémergents, quoique dépouillés d'un certain nombre de membres,
Il y a un nouveau parti aussi en création, les démocrates. Je suis sûr, et ma ferme conviction, c'est que d'ici 15 ans, 20 ans, ces partis auront travaillé à asseoir leur idéologie, à asseoir leur base électorale et à avoir une certaine hégémonie aussi sur la place et dans l'arène politique. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Non, merci beaucoup. Nous allons évoluer dans le détail, dans les détails. Hein. Monsieur Dianouté, vous aurez la chance de rebondir par rapport à cette analyse de votre vis-à-vis. Ce que je peux noter par rapport à ça, c'est qu'il y a une similitude et votre vis-à-vis a parlé du mot essence des réformes. Mais je pense que si nous discutons autour de cette problématique, c'est l'essence, je pense que c'est l'idéal d'avoir des partis forts. Mais la méthode et l'implémentation de ce qui se passe, c'est ça qui pose un peu problème. Donc, nous allons évoluer dans cet entretien. Et comme première question, chers panélistes, dans un peu plus de 200 jours, se tiendra l'élection présidentielle au Bénin. Aucun signe du pouvoir tendant à satisfaire la volonté populaire qui insiste sur la levée du parrainage, l'audit de la liste électorale et la modification de la Sénat toujours monocolore. De l'autre côté, à l'exception de certains leaders de l'opposition, à l'image de l'honorable Dianoutin, du docteur Bertin Corvi, du ministre Ganiou Soglo, du ministre Ali Houdou et d'autres jeunes comme Thibaut Ogou et j'en passe, c'est le silence total, alors que le timing est favorable à l'opposition de lever la voix pour exiger des élections inclusives afin d'éviter tout dérapage, voir ce qui s'est passé au Mali et ce qui est en cours de gestation en Côte d'Ivoire et en Guinée. Ne sommes-nous pas dans ce cas de figure où le plomb de la compromission pèse très lourd sur certaines figures de proue de l'opposition? Honorable Dianoutin. Oui, merci, M. Aruna. Bon, vous avez abordé encore un sujet qui est plus vaste, qui peut-être risque de nous éloigner un peu du sujet de départ. C'est pour ça que je voudrais quand même faire encore un petit commentaire. Oui, parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de compromission, c'est le fait de commencer à tergiverser avec ses propres principes, avec sa propre conscience. C'est-à-dire en s'accommodant avec tout problème parce qu'on est attaché à des intérêts. Ouais, je ne suis pas du tout contre les révisions, contrairement à ce que mon frère Katakoula avait fait croire. C'est-à-dire les lois sont susceptibles de révision. Mais ce n'est pas tel qu'on a fait là. Ce qu'on a fait là, il ne peut pas me donner un seul exemple au monde où on se met à installer les maires, on court pour aller à l'Assemblée rapidement changer ça. Ça n'existe pas. Ça, il faut qu'on soit sincère parce que nous voulons faire quand même un débat sérieux. Et j'espère que j'étais aussi le premier à dire que notre débat ne doit pas se limiter au président Talon parce que ça se faisait avant, ça a continué. Il faudrait maintenant que nous puissions construire quelque chose pour l'avenir. Mais s'il va rester collé à l'aspect mouvance, c'est-à-dire on ne va pas faire un examen profond. Et c'est là où je voulais dire encore que ce qui se fait quand il a donné l'exemple de l'Afrique du Sud, il y a l'opposition, il y a la mouvance. Mais aujourd'hui au Bénin, ce qui se passe là, quand on veut faire des révisions, qui veut faire la révision? C'est-à-dire c'est Talon qui est la loi aujourd'hui. Talon rêve la nuit, demain on change la loi. Et j'avais écrit un article. Si vous voyez le nombre de fois on modifie les mêmes lois sans pouvoir toujours atteindre ce qu'on veut, on ne peut pas évoluer comme ça. Donc si le pays était ce que le pays était, où il y a l'opposition, où il y a la mouvance, de façon consensuelle, on pourrait avoir des tests qui reflètent l'état d'âme, l'état d'esprit du peuple. Voyez ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée, qui sont même illégitimes. Il y a des zones pendant les législatives où on n'a même pas voté, pourtant on a eu des députés. Alors, et tous, c'est ce que le président demande de faire, le président C'était encore à l'Assemblée, quand le président nous a dit, quand j'envoie les lois, je veux que ça soit voté les yeux fermés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et lorsque nous parlons de compromission, mais nous parlons même de compromission, j'allais même plus loin, parce que je ne voulais pas personnaliser le débat, mais j'ai constaté que mon ami veut s'accrocher à son histoire de mouvance là, pour ne pas aller au-delà. Regardez par exemple, quand je prends des amis qui sont aujourd'hui présidents
de course, le président de ci par-là. Regardez tout ce qu'il défendait hier. Et c'est ce que vous disiez dans votre introduction. Les principes, les valeurs qu'il défendait hier, les droits humains, et qui subitement aujourd'hui, parce qu'il a parti à une certaine chapelle, ont abandonné complètement ces principes-là. Vous prenez également, si on devrait avoir une opposition au Bénin, c'est normalement les FCBE qui n'ont pas soutenu le président Talon pendant sa campagne. Et c'est pour ça que moi, je suis resté là où je suis. Je n'ai pas travaillé avec le président Talon. Je n'ai pas travaillé à son avènement. J'ai travaillé contre son élection. Je ne peux pas, du jour au lendemain, aller là-bas alors que ceux qui ont travaillé avec lui sont là. Et curieusement, ce parti FCBE, qui devrait être l'opposition, les premiers mois, on a accompagné le chef de l'État parce qu'on voulait voir quand même où est-ce qu'il va aller et apprécier sa gouvernance. Clic, clac, 17 sont partis pour dire, bon, on va aller soutenir. Soit certains par amitié, soit certains parce qu'ils craignent la prison, soit certains parce qu'ils veulent des positionnements, comme on l'a dit, M. Katakula. Mais ce qui se fait aujourd'hui, là, ça ne donne aucune chance pour nous, contrairement à ce qu'ils pensent, que ça va nous permettre d'avoir des partis séculaires qui vont durer dans le temps, qui vont être attachés à des valeurs. C'est des gens qui aujourd'hui, non seulement, ils courent après les intérêts, mais c'est des gens aussi qui, la peur au ventre, ne sont pas prêts à s'exprimer. Et ce qu'il dit pour dire qu'il faut qu'on donne force aux partis politiques, je reviens encore pour dire que ce qu'on aurait pu changer. Moi, j'ai participé à des séminaires au Bénin par rapport à la loi sur la décentralisation. On a évoqué ces sujets-là comme ce qui se passe en France, comme il le dit là. Où déjà on dit on peut concevoir un scrutin de telle manière que déjà pendant qu'on vote, on sait qui va être le maire. Si c'était ça, moi j'aurais été d'accord. Que c'est le peuple qui a investi un candidat pour porter. Mais quand on va dire, c'est le, comment vous appelez ça, c'est la volonté du parti, non. Il est mieux placé parce qu'il est quand même un grand journaliste au Bénin. Il est mieux placé pour savoir que celui qui est même maire aujourd'hui de Cotonou là, jusqu'à la veille, ce n'était pas lui. Donc, il ne va pas me dire que c'est la volonté du parti, non. Et moi, je connais les considérations qui ont prévalu finalement à sa désignation. Ce n'était pas lui. À Calavi, pareil, dans beaucoup d'endroits. Donc, c'est-à-dire, déjà qu'on sait que les chefs d'État ont cette propension à tout dominer et que les partis qui sont sous eux, c'est à ces partis qu'on dit de désigner, je vous assure tout, on ne va pas loin. C'est pour ça que je préfère que l'on puisse revoir les choses. Mais je reviens maintenant sur votre sujet. Voilà. Pour dire, les mêmes compromissions vont continuer. Et ça va continuer encore pire. Pourquoi? Si déjà, au niveau simplement de la gestion locale, on n'a pas pu respecter les principes et que l'on est contraint à évoluer tel qu'on évolue et qu'aujourd'hui, l'espace public est rétréci et qu'il y a un seul chef qui régente tout. Ou tu es avec lui, tu vis, ou tu n'es pas lui, tu ne peux pas vivre. La preuve, FCBE. On a été obligé, certains ont été obligés d'aller vendre FCBE. Ils sont en mouvance, nous ne faisons pas d'illusions pour exister. Et quand je lis depuis quelques jours le communiqué qu'ils font là, c'est un coup qui est encore en préparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, qu'avec notre loi, on dit qu'il faut avoir des parrains pour aller à l'élection présidentielle. Et vous savez pertinemment que les 83 députés appartiennent au président de la République. Et sur ce même code-là, vous avez différentes interprétations. C'est pourquoi moi, je suis très heureux d'être avec M. Katakula. Puis je sais que quand même, il est un grand intellectuel. Et Maître Mingan, qui pense que tous les députés ou bien les maires peuvent parrainer qui ils veulent. J'ai le président de l'Assemblée nationale, celui-là qui dirige tous les députés qui ont voté la loi, qui dit jamais comment on va même encore voter une loi pour que lorsqu'un député parraine quelqu'un qui n'est pas accepté par le parti, ça puisse être remis en cause. Ça veut dire que dans la même famille présidentielle, les gens n'ont même pas la même conception de cette loi, un peu comme certains articles où des députés sont allés devant la Sénat pour aller demander les interprétations là. Alors, donc tel que les choses évoluent aujourd'hui, où il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale, les 77 maires sont également pour le président de la République, où j'ai vu des défilés pendant des semaines à la télévision nationale pour susciter la candidature du président, mais que ce soit, je ne commence pas à lire que le ministre Orula... Koupaki Non, Koupaki a déjà sorti une note. Maintenant, le ministre de la Communication a dit encore qu'on interdit à certaines personnes de se déplacer, dont les gens n'ont même plus le droit d'aller et de venir dans le pays. Et voilà encore le problème de conviction dont on parle. Je dis que je ne voulais pas personnaliser. Vous prenez un ministre de la Communication qui, hier, avec tout ce qu'il avait dit là,
qui est avocat d'une personnalité, qui est défendant un autre client, mais qui subitement aujourd'hui se dédie de tout et tout, du but en blanc, pour commencer même pas à aller chercher à être témoin contre son client dans une autre affaire, qui commence aujourd'hui maintenant à se... Franchement, ça dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je dis, honnêtement, la politique, ça peut se faire avec dignité, ça peut se faire avec éthique, ça peut se faire avec morale. Donc, si nous devons gagner, moi, je dis, ce que je dis, je ne le dis pas seulement pour le camp de la présidence, le camp présidentiel. Je le dis également même pour l'opposition, parce que c'est de l'opposition qu'il s'agit aujourd'hui. C'est ça. Et si l'opposition a été fragilisée, c'est justement à cause de la compromission. C'est ça. Et je suis mieux placé pour le dire. C'est ça. J'ai été secrétaire exécutif national du FCBE. Je sais comment les amis là sont allés nous vendre. C'est ça. Moi-même qui suis ici là. C'est faux, cette histoire de papier publié sur les réseaux, tout ça là. Mais c'était devant des collègues. Même ils sont informés de mon voyage. J'ai dit, mais je voyage pour 2 semaines. Et ça, ils savent tout. Donc, vous voyez, tant que les gens ne vont pas commencer par s'assumer, on ne pourra pas aller loin. C'est pourquoi moi, j'invite mon ami Katakula que le débat tel que nous avons commencé, c'est bien. Il faudrait que nous soyons objectifs dans ce que nous dit, sans chercher à tacler un régime de nous, parce que c'est quelque chose qu'on a vu évoluer sous tous les régimes. Mais je dis que la différence cette fois-ci, là, c'est que le président pakistanais ne permet aucune contradiction. D'accord. Or, pourtant, c'est parce que la contradiction a existé hier que lui a pu financer des gens qui allaient à Canal 3, allaient à Radio Tokpa, allaient partout, attaquer, crier, les grèves par-ci, les grèves par-là. Mais pourquoi aujourd'hui, subitement, on voit que c'est avec une dictature où personne ne doit parler, même la presse. Est-ce que M. Katakula va dire qu'il est fier de la presse aujourd'hui? Non. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur l'honorable. Monsieur Katakula, la même question est adressée à vous. Donc, c'est extrêmement important. Ça dit, c'est un parallélisme, quoi. Ça dit, aujourd'hui, le timing aujourd'hui est pratiquement approprié pour essayer surtout au niveau de l'opposition, hein, de lever la voix pour poser la problématique que le peuple est en train de rechercher, c'est-à-dire sauter le verrou du parrainage et l'audit de la liste électorale, tous ces préalables qui garantissent une élection vraiment, des élections transparentes au Bénin. Donc, alors, on voit tout un silence, c'est quelques membres de l'opposition qui vraiment lèvent la voix. Donc, voilà, je vous invite à vraiment faire cette analyse sur ce cas précis où je me demande si cette compromission pèse de façon très lourde sur certaines figures de proue de l'opposition, alors que le peuple les attendait à ce carrefour où on parle de printemps ouest-africain. Très rapidement, M. Katakula. Merci beaucoup. Par rapport à l'intervention, à votre question et à l'intervention du ministre Djanotin, je voudrais juste lui dire que le débat de la presse, c'est à part, je suis journaliste, le débat de être fier de la presse ou pas, ça c'est un autre débat, parce que ça c'est ma profession et donc j'en sais beaucoup là. Le problème que vous posez, effectivement, c'est pertinent. C'est pertinent parce que vous avez dit, nous sommes à presque combien, 200 ou 300 jours, 200 jours de l'élection présidentielle. Et qu'on ne voit rien qui pointe à l'horizon, surtout du côté des opposants. Du côté des opposants. Vous savez, le gros problème du système partisan ou même de la classe politique et même de tout, c'est le problème des hommes. Ce sont les hommes. Le ministre Djanotin a parlé tout à l'heure, il dit c'est les amis, ils savent comment on fait, ils ont allé, certains pour tout, c'est les hommes. Et tant que les hommes n'ont pas de conviction, tant que les hommes ne pensent jusqu'à leur intérêt, tant que les gens ne pensent jusqu'à leur position actuelle, tant que les gens ne pensent qu'à eux et non au peuple pour lequel ils pensent qu'ils luttent, tant que ces gens-là vont continuer à se mentir à eux-mêmes et pensant qu'ils mentent au peuple, nous serons toujours dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et donc, pour régler ces problèmes, aujourd'hui, le problème de l'opposition, même aujourd'hui, le problème de tous les partis politiques, c'est le fait que, enfin, j'ai dit la cause même, c'est le fait que les élites, pour ceux qui animent la classe politique, ils ont eu quelle formation politique, ils ont milité ou ils ont eu quelle formation qui leur donne cette conviction profonde. Vous savez, lorsque par exemple vous êtes né, baptisé dans une église ou dans une confession religieuse, que vous avez suivi les rites de passage de cette confession-là,
ou bien d'une famille où vous suivez les rites de passage, vous êtes convaincu de ce qu'il y a dans cette famille, vous êtes convaincu du dogme de cette confession religieuse. Aujourd'hui, au Bénin, les partis politiques que nous avons depuis 90, parce que de l'autre temps, il y avait le colonialisme qui a mobilisé les gens, il y avait la lutte contre le régime dictatorial du président Mathieu Kérékou, qui a mobilisé les gens du Parti communiste et autres qui sont restés dans la clandestinité, mais qui ont lutté malgré un régime qui avait instauré la terreur, la dictature et autres. Nous avions des gens qui ont lutté dans ce temps. Et donc, lorsque aujourd'hui on dit que le président Patrice Talon a tout verrouillé et que c'est ça qui empêche l'opposition de pouvoir s'organiser et de pouvoir s'exprimer, j'ai dit que nous sommes en face de gens qui n'avaient pas une base solide, c'est-à-dire n'ont pas une organisation solide qui permette d'avoir des gens de conviction qui puissent leur permettre de mener le combat contre vents et marées face à un régime, fut-il un régime dictatorial, comme il le dit, un régime liberticide, comme peut-être on peut le dire. Donc, moi, j'ai dit aujourd'hui, les partis politiques ou bien l'opposition est en face d'un problème aujourd'hui. Rester seulement... Quel est leur plan d'action? Est-ce que l'opposition a aujourd'hui un plan d'action? Puisque dans leur agissement, on ne voit pas. À 200 jours de l'élection, est-ce que dans leur rang là, est-ce qu'on voit un candidat pointé, même un candidat, même quand on sait qu'il y a la loi de parrainage aujourd'hui qui peut empêcher ces hommes peut-être d'aller aux élections, est-ce qu'on voit un candidat pointé à l'horizon? On n'a qu'aujourd'hui, à part l'incertitude sur la candidature du président en poste, on n'a qu'aujourd'hui le professeur Joël Aïbo qui, malgré qu'on voit que tout soit fermé ou tout soit autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'un parti politique, il n'a pas les élus qu'il faut. Pourtant, il est en train de vouloir convaincre le peuple et par là, en train de se tirer la sympathie peut-être de certains élus qui vont pouvoir décider de le rejoindre. Donc, à part Joël Aïbo, est-ce que Joël Aïbo est aujourd'hui le candidat de l'opposition qu'on ne voit pas? Je ne sais pas. Mais cette opposition va-t-elle attendre le mois de décembre ou le mois de janvier avant de venir commencer à dire le président Talon a tout verrouillé, le régime en place ne nous permet pas d'avoir les parrainages et autres? Non, moi je crois que fondamentalement, cette opposition, ce que je vois, manque de plan d'action, manque de structuration, manque des hommes de conviction pour pouvoir mener le combat. Et si on en vient au fait, les compromissions et autres, le président Patrice Talon aujourd'hui au pouvoir, il a parlé de la façon dont les lois sont élaborées, peut-être selon la volonté du président ou autre. Oui, ça c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense ou ce qu'on pourrait observer ou ce qu'on pourrait dire qu'on constate. En réalité, c'est que tout ça là qui se passe, je reviens toujours à ce que j'ai dit au départ, c'est les hommes, les députés qui sont à l'Assemblée nationale. S'ils sont là et se comportent comme des godillots, qu'est-ce qu'on peut face à des hommes qui refusent d'assumer leurs responsabilités? Ils ont été prendre un engagement devant le peuple. Et donc, s'ils vont à l'Assemblée s'asseoir pour obéir à un seul homme et ne faire que la volonté d'un seul homme, sans réfléchir, sans penser que c'est un papa qui lui a payé l'école, et sans penser qu'ils ont des enfants à la maison, qu'ils obéissent de façon, comme on l'observe, comme des godillots, ça c'est le problème. Donc, c'est les hommes, à cause du caractère des hommes. Et nous avons ce problème de conviction des hommes et ce problème de formation des élites politiques, ce problème qui permet d'avoir des gens au sein d'ensemble qui leur permettent de pouvoir se soutenir, de pouvoir lutter ensemble parce qu'ils sont convaincus qu'au finish, voilà ce pourquoi nous luttons. Donc, le problème fondamental, c'est Monsieur Katakoula, c'est très bien dit, hein, et je loue cette analyse. Mais la question, est-ce que ce n'est pas le pouvoir, la structure qui a été pratiquement formatée, qui existe, qui leur permet d'être godillots? Est-ce que... Et ça, nous allons... ma prochaine question va beaucoup illustrer cela, mais je voudrais vous dire... Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Voilà, quand l'honorable Dianotin était là, et ils étaient au pouvoir en 2016, quand le président Patrice Talon est venu, comment les forces Cori pour un Bénin émergent, qui peut-être n'étaient pas majoritaires, mais avaient quand même une bonne minorité de blocage, comment ils ont pu ne pas tout de suite se démarquer de la gouvernance Talon et se disent, oui, bon, oh, il vient d'arriver, oui, bon, le pays doit continuer à évoluer, il faut l'accompagner un peu. Et dans cet accompagnement-là, certains ont trouvé que, bon, il vaut mieux ne plus rester ici à accompagner, il vaut mieux sauter le pas et aller là. Pourquoi? Toute la question, elle est là. C'est de cette compromission que nous parlons. Absolument. Absolument. C'est vrai que, chemin faisant, il y a eu cette victoire de l'opposition par rapport au blocage du premier projet de
de révision, des projets de révision constitutionnelle du président de la République. Ils ont pu le faire avec leur minorité de blocage qu'ils ont. Mais je continue de dire que le tout, si vous laissez le boulevard à un homme, vous savez, aucun chef d'État, aucun gouvernement au monde, et le ministre Djanotin est bien placé pour le savoir parce qu'il a été au gouvernement, aucun chef d'État, aucun gouvernement au monde n'aime avoir les gens dans la rue, n'aime avoir un peuple qui crie, n'aime avoir une opposition qui parle. Mais si il arrive à mettre en œuvre son vœu, ça veut dire quoi? De l'autre côté, les gens ne sont pas suffisamment forts pour lui dire écoutez, la République là, c'est comme ça, la République c'est comme ça. Il y a aussi une confusion que l'opposition fait souvent, et pour revenir dans mon domaine d'activité qui est la presse, c'est que l'opposition a tendance à penser que c'est la presse qui va faire la lutte à leur place. Que chaque matin, lorsqu'ils vont ouvrir un journal, qu'ils vont voir leur vœu s'exaucer dans un journal. Mais lorsque M. Djanotin ne fait pas une déclaration, il ne fait pas une action pour contraindre la presse à relayer ses activités. C'est vrai que lui, il est au repos en France là-bas, donc... non, pas du tout. Mais je parle de ceux qui sont ici aujourd'hui, ceux qui sont encore sur le terrain, ceux qui sont encore là et qui n'ont pas décidé de partir. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour apporter la contradiction? Même si on dit qu'il a tout verrouillé, Pourquoi les gens ont peur de sortir de la prison ou bien des compromissions? Parce que vous ne pouvez pas être opposant politique ou être dans l'arène politique et avoir peur de la prison. C'est comme nous, journalistes. Le nombre de procès auxquels je suis allé en tant que journaliste, je sais. Mais en tant que politicien, vous ne pouvez pas avoir peur d'avoir des différends politiques avec celui qui est là, quitte à prendre des règles. Vous voyez M. Korogoné, il a fait la prison, il est sorti. Ça n'a rien diminué, au contraire, ça le porte, ça veut dire quoi? Il peut toujours continuer ça, lui. M. Korogoné, qui est un frère, moi, il est de quel bord aujourd'hui? C'est difficile à dire. Nous allons revenir beaucoup plus en détail. Le débat ne fait que commencer. Et votre analyse introduit ma prochaine question. Chers panélistes, la compromission peut être de plusieurs types. Elle peut être tributaire du compagnonnage d'amis d'hier où des deals ont été faits. Elle peut aussi trouver sa justification dans des contrats juteux où l'argent dit sa loi. Mieux, cette compromission peut aussi tourner autour de dossiers de détournement de deniers publics au niveau de certains opposants qui font objet de chantage par le pouvoir en place. Finalement, le cas le plus fréquent, c'est la corruption des opposants par le pouvoir en place qui arrive à corrompre à coups de millions certaines têtes de proue de l'opposition qui changent exponentiellement à l'image des caméléons africains. Alors, monsieur l'honorable Djanotin, au regard de ce tableau ainsi caricaturé, quel est le type de compromission qui caractérise le monde politique béninois? Merci. Alors, avant de répondre à votre question, je m'en voudrais de ne pas reconnaître la sincérité et l'honnêteté, la pertinence, voilà, c'est le mot même que j'essaie, la pertinence de l'analyse faite tout à l'heure par M. Katakula. C'est vrai. Ce n'est pas parce que je suis de l'opposition que je ne vais pas reconnaître quand même les têtes bien faites, les bonnes réflexions. Et ça, on se revient parfaitement. Parce que je dis, tant qu'on n'aura pas une classe politique animée par des valeurs, il y a une éthique, une morale, on ne pourra rien construire de solide. Et je suis parfaitement amoureux avec lui, totalement d'accord avec lui, par rapport au développement qu'il a fait, pour dire notre problème, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de morale, un problème d'éthique, un problème de conviction. C'est ça qui nous manque. Sinon, quelles que soient les difficultés auxquelles on a à faire face, on peut résister. Et je crois qu'il y a de rares personnes quand même dans l'opposition aujourd'hui, je ne suis pas seul, qui continuent de résister vaille que vaille. Il a posé une question, je vais rapidement répondre. Je l'avais dit, qu'au lendemain de l'avènement du pouvoir de 2016, c'est le parti FCBE qui naturellement devait être dans l'opposition. Et il me demandait, mais que oui, on n'a pas constaté. Mais bien sûr, vous avez dans tous les pays, on passe souvent des 100 premiers jours. C'est-à-dire un régime qui est venu, on s'est déclaré de l'opposition dès le début. Et je me rappelais qu'on a fait une réunion à Grand Popo où le débat a eu lieu.
C'est encore Yves Kenao. C'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. $185 pour 12 mois, inclus le box. Comment est-ce qu'on peut caractériser le type de compromission au Bénin, puisque je pense que votre vis-à-vis et vous, et nous sommes en tout cas sur l'essentiel, la notion, ce phénomène de compromission est un fait. Cela n'est pas pratiquement typique à un seul régime, c'est pratiquement le Bénin et c'est dommage. Donc, quel est le type de compromission? Est-ce que c'est pratiquement le fait qu'il y a eu des détournements et voilà, ces opposants aujourd'hui ont peur, s'ils prennent cette posture d'opposant, voilà, ils auront des dossiers, ils iront en prison. Ou c'est pratiquement la cupidité, ou c'est pratiquement la recherche effrénée, de se voir positionner. Allez, alors, M. Dianoutin, très rapidement, dites-nous quel est ce type de compromission au Bénin, parce que c'est quand même criard. Effectivement, en votre absence, nous avons supplié à la carence des équipements techniques et nous avons déjà fait le débat. D'accord, donc pour retenir que c'est tout ce que vous avez évoqué là, c'est tout ce que vous avez évoqué. Et il faudrait que désormais que l'on évite, et comme l'a dit M. Katakula tout à l'heure, le mélange de genre. Et vous savez que chacun sache rouler dans son couloir, que ceux qui sont de l'administration sachent qu'ils sont de l'administration, ceux qui sont politiques doivent savoir qu'ils sont politiques, ceux qui sont hommes d'affaires doivent savoir qu'ils sont hommes d'affaires, mais tout ceci, c'est encore l'élite politique qui doit imprimer cette rigueur. Parce que lorsque nous, dirigeants politiques, nous sommes enclins au clientélisme, ces choses vont toujours continuer à avoir cours. Moi, je me rappelle que il y a des cours, on a commenté par même faire des distinctions entre les fonctions politiques et les fonctions techniques, tout ça là, et depuis un certain nombre d'années, et ça fait partie même des matières enseignées à l'École nationale d'administration, tout ça là. Mais c'est constaté, c'est une évidence, ce serait pas sérieux de ne pas reconnaître que le phénomène demeure toujours. Et comme il a dit, lorsqu'un ministre vient, c'est vrai que tout le monde cherche à venir, mais il faudrait que, chemin faisant avec la génération qui monte, nous puissions, chacun de nous, puissions travailler, mouvement comme opposition, pour nous donner une certaine discipline. Mais tout cela passe nécessairement par la formation, non, je ne veux pas dire formation, par l'éducation. Voilà, c'est l'éducation que je veux dire. L'éducation, et que chacun se dise, ce n'est pas possible. Maintenant, si l'élite politique imprime ça, et que homme politique, un commerçant, puisse savoir que, moi, je dois faire mes affaires. Donc, je ne peux pas me mêler à ça. Même lorsqu'on nomme un ministre et qui s'efforce à faire dans cette nomination des gens qui ont vraiment le profil, et que même dans le ministère, ceux qui ont le profil, ne pas nécessairement le problème de parti, c'est vrai, c'est clair que même dans son parti, il doit y avoir des gens qui ont le profil requis. Je crois qu'on va y arriver. Donc, tout ce que vous avez cité, tout ça explique les questions de compromission. Il y en a effectivement aussi qui ont des dossiers, ça c'est clair, c'est net, qui ont des dossiers qui craignent d'être emprisonnés. Mais là aussi, c'est toujours le problème de l'élite politique, parce qu'il ne faudrait pas que le chef qui est là fasse du chantage. C'est ça. C'est-à-dire, prennent comme prétexte des dossiers alors que des dossiers n'existent pas, on fabrique des choses, tout ça là. Mais écoutez, on en a plein. Moi, j'ai noté là, on m'a mis dans le coton. J'ai été ministre de l'Agriculture. Vous avez plus jamais entendu parler de coton aujourd'hui, parce que tous les autres ont rejoint là-bas. Donc ce dossier est enterré. On a parlé de PVI. Quand les gens sont partis, le seul rebelle, c'est tout le noté. Donc finalement, on a trouvé que bon, il a publié quelque chose sur Internet, et il faut l'empêcher de rentrer. Donc, je crois qu'on va y arriver, ça c'est très sûr, parce qu'il y a comme certains qui ont commencé par comprendre qu'ils doivent laisser un nom. Lorsqu'on appelle leur nom quelque part, on doit dire, celui-là quand même, il a une dignité. Et dès que ce problème a été réglé, chacun doit rester dans son couloir, comme l'a dit M. Katakula, pour qu'on puisse avancer. D'accord, merci beaucoup. Alors, M. Katakula, c'est bien et je remercie vraiment les panélistes. Vous avez vraiment joué ce rôle républicain
à travers cette modération malgré mon absence. Alors, M. Katakula, plusieurs Béninois attribuent ce phénomène de compromission à la nouvelle posture de certains acteurs politiques et même universitaires. Et vous savez, ce plateau de Tempo Afrique TV, c'est un plateau de la vérité à certains acteurs politiques et universitaires comme le professeur Tokpanou et M. Constantin Amoussou, Yaourou Théophile, et Paul Houkpe, Sabi Sira Korogone, vous l'avez dit, à plusieurs députés et maires FCBE, j'en pense. C'est extrêmement important. Nous ne disons pas sur ce plateau qu'ils sont des compromis, mais nous sommes seulement en train de vouloir porter la voix, du peuple par rapport à ces critiques. C'est-à-dire, le mindset des Béninois aujourd'hui croit que certaines personnes ne sont pas claires et tournent autour de la compromission. Quelle est votre réaction par rapport à ces éminentes personnalités qui, dans un passé récent, faisaient la fierté de toute une opposition, au fait, défendaient une certaine objectivité. Quelle est votre réaction par rapport à ce doute que le peuple béninois émet, ou soit ses réserves sur ces personnalités? Parce qu'on ne les entend plus et leur posture est pratiquement ambiguë par rapport à leur action qu'ils ont menée dans un passé très récent. Très rapidement, M. Katakula. Ok, vous savez, c'est ce que je disais à la fin de mon précédent propos, pour dire qu'il faudrait une répartition des rôles dans la société et dans l'arène politique ou dans la sphère politique. Vous savez, au plan international, aujourd'hui, on sait que c'est la Chine qui est l'usine du monde, l'Afrique, c'est le marché, les routes de transport sont définies, les pays qui... Donc, tout est défini. Et donc, dans la sphère politique aussi, tout doit être défini. Les noms que vous citez là, quand je prends le professeur Tokpanou, je prends l'activiste ou l'écrivain ou, je ne sais pas, l'intellectuel Constantin Amoussou, ou le fonctionnaire Théophile Yaourou, qui a été ministre aussi. Absolument. Vous voyez que ce n'est pas des gens qui ont choisi la voie politique comme carrière depuis un certain nombre d'années. Le ministre Tokpanou, il avait soutenu Mme Célestine Zanou. Il était même directeur de campagne de Mme Célestine Zanou pour la présidentielle de 2006. Célestine Zanou était candidate, tout comme Boni Yayi était candidat en 2006. Au finish, il a été membre du gouvernement du président Boni Yayi. Il a servi Boni Yayi jusqu'à la fin. Il y a eu disgrâce, il a été même candidat à la précédente élection. Donc, vous voyez, ce n'est pas des politiciens. Ça pose le problème du manque d'une base, ou bien d'une base qui permette de former l'élite politique et autres. Vous prenez mon cher ami Constantin Amoussou. Constantin Amoussou, j'aurais aimé le voir sur les plateaux de télévision comme vous, où écrit ses livres et ses romans et autres pour qu'on soit plus heureux. C'est une référence. Est-ce que réellement il a sa place dans la sphère politique telle qu'il le fait aujourd'hui? Est-ce qu'il a réellement sa place là? Le ministre Théophile Yaourou, c'est un financier, c'est un comptable, tout est tout bon. Il a été nommé ministre, il était déjà militant d'un parti politique. Peut-être lui, on peut encore lui concéder parce qu'il avait peut-être un brin de militantisme il y a un moment et que par la force des choses, il se retrouve devant pour conduire les forces Cori pour un Bénin émergent aujourd'hui. Mais là encore, tout ce qui se passe, c'est parce qu'il n'a pas véritablement fait et ces classes dans la sphère politique derrière quelqu'un ou derrière des leaders qui lui permettent d'avoir tous les éléments à sa disposition au cas où il serait en difficulté, au cas où il serait tenté, au cas où il serait... Donc, pour moi, je reviens, si on va faire le débat pour se focaliser sur des personnes ou sur des faits du moment, c'est-à-dire qu'on va fausser le débat. Il faut toujours chercher la base du problème. Monsieur Djanotin, il est fond comme moi, donc j'aimerais qu'on est sur un truc international. On dit souvent, donc, tant que nous allons chercher à soigner les symptômes, parce que ça, c'est des symptômes, les transhumants, un président de la République qui vient et qui embrigade le pouvoir, tout ça, c'est des symptômes d'un système politique qui n'est pas bien organisé parce que on n'a pas une pépinière qui permette de sortir les gens. Les gens se découvrent des talents de politiciens lorsqu'ils sont nommés ministres.
C'est ça. Les gens se découvrent des talents de politiciens lorsqu'ils ont la chance d'être nommés DG ou d'être dans un service où le DG est politicien et autres. Les gens se découvrent des talents de politiciens parce que, bon, ils sont avec un ami qui est dans un parti politique. Donc, le problème de conviction, le problème d'engagement profond, le problème de formation, le problème de répartition des rôles au niveau de l'élite politique. Les journalistes doivent rester les journalistes. Les journalistes ne doivent en aucun cas se substituer aux partis politiques ou aux responsables de partis politiques. Donc, vous voyez, donc, tous ces exemples que vous citez ou autres, les affaires la compromission est là parce qu'il n'y a pas une voie qui soit tracée ou des gens formés pour pouvoir assumer, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les conditions. D'accord. Merci beaucoup. C'est très bien dit. Honorable Dianoté, la même question est adressée à vous. C'est extrêmement pertinent. Non, voilà. En complément donc de ce qui vient d'être dit, j'allais dire que effectivement le plan de formation, d'abord on a suffisamment parlé de plan de conviction. Le plan de formation, quand nous parlons de formation, ce n'est pas formation académique, hein, c'est-à-dire formation au militantisme. Mais quoi qu'on dise, il y a l'individu, c'est-à-dire la formation, comment j'allais dire, l'éducation, voilà, l'éducation familiale, c'est-à-dire ce que la personne est, sa propre famille d'abord, ce qu'elle a reçu. Vous voyez? Parce que lorsque vous n'avez pas été moulé dans un système, on vous a appris à vous contenter de ce que vous avez et que vous pensez que la référence est l'autre et chercher, c'est pourquoi j'ai parlé de paraître et non être. Alors, comme je l'ai dit dès le début, je ne voulais pas tellement personnaliser le débat. Et sinon, tous les noms que vous avez, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'abstiens. Donc, je voulais faire un débat général et global. Pour dire qu'effectivement, la question de sillage, de couloir dans la République est fondamentale. Vous savez, de tout temps, hein, il y a certains, par exemple, quand vous prenez les intellectuels, je parle par exemple des universitaires, parce que parmi les noms que vous avez cités, il y a des universitaires. C'est des gens qui, de tout temps, c'est reconnu que c'est des gens qui cherchent à avoir leur autonomie de réflexion, leur liberté. Mais malheureusement, la compromission est en train de nous conduire où aujourd'hui, on méconnaît les universitaires. Franchement, ça c'est vraiment une université. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont plus libres de penser, bon, simplement parce que c'est la voix, sur plus l'être. Alors, tout cela, il n'y a pas que nécessairement dans un parti. Puis le militantisme, c'est depuis les bancs, hein. La plupart d'entre nous, nous avons été responsables de classe, responsables au niveau des étudiants, responsables de tout ça là aussi. Ça participe nous, de la formation dont nous parlons, même dans les mouvements associatifs, tout ça là. Donc, je ne connais pas tellement le parti de tout ce que vous avez cité, mais même si vous avez accumulé tout ça, parce que ce n'est pas le nom de diplôme, hein, vous pouvez être agrégé ou professeur titulaire, tout ça là. Lorsque vous n'avez pas la crainte de Dieu, je préfère même carrément m'exprimer ainsi, mais la crainte de Dieu, ou bien lorsque vous ne savez pas que la nature a des interdits, pour ceux qui ne sont pas nécessairement croyants, c'est que vous allez vous permettre tout. Et comme on dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mais lorsque vous pensez que la vie n'est que matérielle, mais c'est clair, c'est net, vous avez fait des gaffes. Donc, au-delà de questions d'éducation, de formation, de, comment je vais dire tout ça là, et les problèmes au niveau donc, de l'administration que nous devons réformer de telle manière que l'on puisse savoir que dans l'administration, effectivement, les fonctions politiques, les fonctions techniques, il faudrait que chacun de nous qui décidons de nous engager en politique, ou bien quel que soit même le métier dans lequel, quel que soit le secteur professionnel, qu'on puisse se dire, je dois respecter l'éthique, c'est-à-dire, comment vous appelez ça, les règles déontologiques, même si vous voulez. La probité. La probité, donc de ce que je vais embrasser. Donc, quand chacun de nous va se mettre dans cette dynamique, ça peut aller. Et même là, ça peut nous aider. Puis quand on parle même aussi des problèmes d'ardoise, des problèmes des cadavres dans les placards, tout ça, c'est toujours le problème de morale, d'éthique, tout ça qui nous amène là. Lorsque vous savez que le bien public est un bien public, qu'il faut faire attention, que d'un jour à l'autre, vous n'allez pas être indéfiniment chef. Le temps va arriver, vous allez descendre. Donc, il faut avoir des comptes à rendre, je crois qu'on sera se comporter. Donc, une fois encore, l'élite politique a un rôle déterminant à jouer. Et tous ces cas que vous avez cités, c'est dommage. Parce que, franchement, il peut y avoir des temps difficiles. Ouais, sinon, effectivement, quand moi je regarde des gens qui hier ont soutenu, par exemple, les FCBE pendant la présidentielle avec Lionel Zinsou. Et c'est ça que j'ai dit. Et que subitement, parce que le président Talon a gagné, j'en connais même, parce que c'était ma famille.
qui ont dit n'importe quoi sur le président Talon, mais qui aujourd'hui se permettent d'aller s'asseoir avec lui. Je dis, eux-mêmes là, quand ils sont en face du président, qu'est-ce qu'ils se disent? Puis le président connaît tout ça là. Et encore on a un président qui est tellement rancunier. Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils arrivent même à regarder en face le président Talon comme ça, les yeux dans les yeux, et puis se regarder? Quand je vois des gens qui hier ont accompagné le président à Diavon, tout ça là, et qui ne juraient que par lui, qui criaient tout ça là. Quand je vois des gens hier qui disent qu'à gauche on va à gauche, à droite on va à droite, coucher on va coucher, et qui ont ajouté encore, c'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité. Mais qui aujourd'hui se permettent? Quand je vois des gens hier, ministres, un président, qui demandent maintenant au président de lui envoyer une lettre de démission. Non, arrêtons. Il y a un problème, et comme M. Katakoula l'a dit, dans nos familles, là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas à un aîné. Il y a des choses, franchement. Donc, quand les gens pensent qu'à cause de l'argent, on peut tout se permettre, il va y avoir ce mélange de gens dont il parle. On mélange tout et on ne sait plus rien. Je crois qu'il y a quelques rares personnes qui y sont. Et c'est là qui fait que l'opposition dont vous vous inquiétez, et M. Katakoula aussi s'est inquiété pour dire mais on est à quelques mois, mais on ne voit rien sur le terrain. Effectivement, il n'y a pas de bataille. Mais il y a quand même un petit reste de l'opposition. Il y a un petit reste de l'opposition qui réfléchit sérieusement, qui est résolu à en découdre avec quel que soit le système de dictature qui est là, pour pouvoir foncer. Et c'est ça, je crois que c'est ça son souhait. Puis il ne faudrait pas que les gens pensent que tout va tomber rôti du ciel et que celui qui est au pouvoir va nous laisser main libre. Donc c'est à nous de nous organiser. Et je crois que certains sont là, parce qu'on a eu une opposition hétéroclite, où les gens sont dedans, ne sont pas dedans, les gens sont dedans, donnent toutes les stratégies, tout ça là. Il y aura toujours un minimum pour sauver la nation. Il y aura un minimum pour sauver la nation, et cela m'amène à m'adresser à votre vis-à-vis, M. Katakoula. Alors, pourra-t-on de ce fait voir de ce constat que vous avez bien dit et analysé, de ce constat qu'il s'agit d'une illustration de la stratégie de domination du président Talon prônée depuis 2017, quand il déclarait que pour gagner les élections dans les petits pays comme le Bénin, il faut savoir tenir les grands électeurs, c'est-à-dire les politiciens. La question est de savoir, M. Katakoula, comment les tenir et les avoir acquis à sa cause sans la compromission. Alors, vous m'écoutez? Voilà, allez-y. Ok. Non, je vous disais tout à l'heure, mais un président de la République qui vient au pouvoir, dans le contexte où nous sommes, doit toujours chercher à gouverner dans la paix. Quand il dit dans la paix, sans trop d'affrontements à l'Assemblée nationale. Malheureusement, nous n'avons pas un régime semi-présidentiel où il y a le physique du Premier ministre qui peut être toujours envoyé au charbon à l'Assemblée nationale et qu'on peut sauter à tout moment lorsqu'il y a problème devant l'Assemblée nationale. À partir de cet instant, chaque président de la République qui vient au pouvoir est obligé, premièrement, de chercher à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Parce que s'il n'a pas cette majorité à l'Assemblée nationale, et qu'il a une opposition qui est totalement hostile et qui ne lui permet pas de faire passer les lois qui lui permettent de faire ses réformes, ce président ne pourra pas évoluer. Il sera obligé de toujours rentrer dans des compromis et des compromissions avec l'opposition. Et cela ne va pas faire qu'à la fin de son mandat, il aura des résultats qui ne reflètent pas ses aspirations ou son projet de société, parce que chaque fois que l'opposition veut lui pourrir la vie, l'opposition va toujours mettre des choses dans les textes, dans les réformes, qui permettent à l'opposition d'avoir du progrès selon ses idées, selon ses convictions, qui ne sont peut-être forcément pas les convictions de celui qui est au pouvoir. Monsieur Katakoula, je vous comprends très, très bien, mais l'autre dira que, d'accord, il est libre de le dire, mais en ne tordant pas le cou au principe sacro-saint de la démocratie, de ce référentiel de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Je pense que c'est tout le problème du régime en place aujourd'hui. C'est son droit absolu de vouloir gouverner dans une majorité. Est-ce que le principe, la moralité, la déontologie et cette démocratie que nous voulons, est-ce que c'est une raison ou soit c'est un visa pour quand même anéantir tout ça là, pour pouvoir agir dans ce que vous venez de dire? Toute la question elle est là. Donc j'aimerais que vous puissiez vraiment voir cet aspect.
il y a une chose aujourd'hui. Vous savez, chaque président, chaque acteur, chaque dirigeant du monde cherche toujours à utiliser les tests en place à son profit. C'est pour cela qu'il a un mandat et le peuple est appelé après à juger de ce qu'il fait. L'opposition doit toujours se battre aussi pour avoir voix de cité et permettre à ce que ces convictions passent. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, on condamne le président Patrice Talon parce qu'il a tellement montré. Moi, je suis même content de ce qui se passe parce que ça nous permet de revoir aussi l'essence de notre régime, qui est un régime présidentiel. On voyait que bon, ça pourrait amener la paix, mais aujourd'hui, nous constatons que c'est un régime vraiment hyper présidentialisé. Hyper présidentialisé. Absolument. Qui est aujourd'hui à l'épreuve de certain nombre de choses et qui permet aujourd'hui de dire qu'on peut utiliser les tests et avoir légalement ce qu'on veut, quoi que les autres disent. Justement, c'est ce pour emprunter votre expression, c'est ce régime hyper présidentialisé que le président a combattu, quand Yahya Boni était là, il a combattu pour dire non, et c'était ça qui justifiait les réformes. Aujourd'hui, il fait le double de ce qu'il reprochait à son visage. La question est là. Il a pu combattre le régime du président Yahya Boni Yahi. Parce que quoi? Parce qu'il avait des hommes qui croyaient. Parce qu'il y avait des hommes qui faisaient la lutte avec lui. Parce qu'il y avait des hommes convaincus. Maintenant, est-ce que de l'autre côté, on nous dit qu'il y avait télécommande, il y avait n'importe quoi? Mais c'est les hommes qui ont mené la lutte. Donc, à part de petits hommes, aujourd'hui, là, où sont ces hommes? Où sont ces hommes? Alors, M. Janotin, à ce qu'on reproche à Patrice Talon aujourd'hui qu'il a caporalisé. Non. Votre avis a tout dit, il a percé l'abcès et je dis que je loue vraiment, sa probité intellectuelle sur ce plateau. Alors, M. Janotin, oui, merci beaucoup. Très rapidement à cette question. Merci. Non, vous avez abordé un pan important du débat. À ce niveau, je bataille en partie certaines prises de position de M. Katakoula, je ne sais pas la façon de sa dernière intervention, mais je ne partage pas tout. Ça. Parce que le problème, nous avons notre régime présidentiel, ou fortement présidentialisé, comme il a dit, est en place depuis 1990. Depuis 1990, donc nous avons connu au moins 4 ou 5 régimes. Hein. On a connu le régime de Soglo, on a connu le régime de Kérékou 2 fois, le régime de Yahya Boni. Donc, ça fait le 5e maintenant. Ça fait le 5e. Alors, pourtant, tous ceux-là ont pu, malgré les contradictions, gérer le pays et l'opposition a toujours existé. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait la particularité du président Talon. C'est vrai que les hommes se laissent aller à la facilité. Et comme il a dit, quelque part, tout président a cette tendance de vouloir avoir tout le monde avec lui. Mais pas au détriment, comme vous l'avez dit, des principes sacro-saints de la démocratie qui veut qu'il y ait quand même une séparation des pouvoirs. C'est qu'aujourd'hui, la différence du président Talon avec les autres, c'est que lui, non seulement il se sert de la loi, mais il se substitue même à la loi pour faire ce qu'on ne devrait pas faire. Je m'explique. Vous voyez, personne ne peut me convaincre. Par exemple, pour dire que le fait d'avoir même 83 députés là, d'abord, est-ce que lui-même, est-ce que c'est une fierté? Moi, franchement, quand lui-même, des fois, il envoie un truc et ça passe, on ne sait même plus qui existe aujourd'hui une assemblée. Mais comment en est-on arrivé là? Parce que M. Katakoula parlait de la majorité. Le président a largement la majorité à l'Assemblée. Il avait combien, 63, mais je ne sais pas combien de députés là, pendant que nous on était la 7e législature. Il a largement la majorité. Toutes ces lois passaient, sauf les révisions où il faut avoir des majorités qualifiées. Mais la révision qu'il a pu même avoir finalement, en quoi ça a changé le pays? Parce que dans cette révision qu'il a faite là, il n'a rien mis de tout ce qu'il avait promis pendant qu'il était candidat. Lui qui voyait que le pouvoir était trop fort, c'est dans cette nouvelle révision maintenant qu'il se permet d'aller négocier les prêts, lui seul, sans rendre compte à qui que ce soit, pour dire que c'est 90 jours après qu'on rend compte à l'Assemblée nationale. Et on endette le pays comme ce n'est pas permis. Parce qu'il a fait la révision. C'est cette révision qui va lui permettre de toucher certaines choses pour faire la réforme du système judiciaire, pour que, au niveau de la magistrature, parce que lui-même a reconnu que la justice a pu rester, a pu tenir. Mais c'est là où on a fragilisé le Conseil supérieur de la magistrature, où aujourd'hui,
les magistrats ont le couteau sur la gorge, ne peuvent plus mouvoir et toutes les décisions sont rédigées depuis la présidence de la République. Qu'est-ce qui a pu changer concrètement? Et je vais plus loin pour dire, le président, ça dit, franchement, il n'a pas tenu parce qu'il dit il faut tout fragiliser. Et il le fait. Pour les élections législatives, les partis d'opposition étaient bel et bien, remplissaient toutes les conditions. Donc, quand on me dit non, il n'a pas pu se soumettre à la loi, aucune loi. Le code électoral qui existait, la charte des partis qui existait, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. C'est une volonté personnelle parce que le président, quand il y a eu échec des deux lois, de la révision de la Constitution, dit le temps sera désormais mon allié. Je vais donner le temps. Au point où, quand on a voté le code, on a voté la charte des partis, ils ont mis tout ce qu'ils veulent. Les partis ont pu franchir toutes ces étapes. Mais on s'est réveillé un jour parce que quelqu'un s'appelle Djogwenou. On dit, on avait oublié de mettre quelque chose encore dans la loi là. Il faut rattraper ça. Lui, il sort un papier pour dire, comment vous appelez ça? J'ai commencé à ne pas oublier le nom là. Quelque chose de conformité, mais je ne sais pas quoi là. Un truc qu'il a inventé de toutes pièces, qui n'est ni dans le code, ni dans la charte. Et puis maintenant, le ministre de l'Intérieur s'est permis de mettre tous ces partis de côté et on est allé à 2 aux élections. Du moment où vous avez une Assemblée nationale qui n'est pas le reflet de la nation, tout ce qui se passe aujourd'hui doit se passer. Simplement parce que l'Assemblée nationale participe également à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on a une Cour constitutionnelle monocolore. L'Assemblée nationale participe à la désignation des membres de la RAC monocolore. L'Assemblée nationale participe à la désignation des membres du Corps de l'EPI pour l'actualisation du fichier électoral. Ils sont seuls. Oui, c'est un péché grave. Et cela, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir rattraper ça. Alors, dans le même temps, Monsieur le ministre, pardon. Allez-y. C'est vous qui avait lancé le sujet. Allez-y. Voilà. Il dit les hommes d'affaires, il faut les affaiblir. Et il s'est effectivement mis à les affaiblir tous. Parce que lui-même, homme d'affaires, il veut avoir tout pour lui seul. Rodriguez, on l'a chassé. C'est lui qui a la plus grande usine à Kandi. On a tout fait pour le détruire. Et on s'est emprunté d'utiliser la justice pour dire qu'il y a eu quelque chose de liquidation judiciaire. Et puis c'est lui qui achète ça. Son hôtel, on prend ça. À Javon, qu'il a aidé même à avoir le pouvoir, on dit il faut liquider les hommes d'affaires. On s'est mis là-dessus et paf, on a inventé une affaire de cocaïne. Comme cela ne suffisait pas, on lui a retiré l'agrément de sa société au port. On a fermé sa société et aujourd'hui, on se met dans le congelé. À Tao, qui dit oui, mais oui, mais tout non, mais il voit. Lui, c'est un noir, on connaît son père, on connaît sa mère, c'est un blanc. Député, sans qu'on ait levé son immunité, on l'a bastonné au tribunal. Après, on l'a déclaré fou, et voilà toujours les problèmes de compromission. Des médecins qui ont prêté serment. De professeurs, je connais la personne en réalité, qui s'est permis de signer un papier pour dire que oui, désormais Atao est devenu fou. Il a les problèmes psychiatriques. Et comme ça ne suffisait pas encore, des médecins qui ont prêté serment, parce qu'ils sont en position de responsabilité, ont signé également des certificats médicaux pour dire que Madame Prudence est morte du paludisme, alors que c'est là, on a tiré sur elle, elle gisait dans le sang. Oui, donc lui aussi, on l'a réduit. Adjovi, on l'a réduit. Bref, vous prenez les partis politiques, USL, FCBE, tous ces partis sont partis. Bref, donc dans ces conditions, moi je crois que le président s'est tracé lui-même un boulevard, pas parce qu'on est dans un régime présidentiel fort, parce qu'il n'est pas le premier président de ce régime-là. C'est que lui, il a voulu être un despote et qui veut que tout le monde, comme il a dit là, tout le monde doit se soumettre à lui. Donc tant que tu ne te soumets pas à lui, quand tu veux avoir la contradiction, mais non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas vraiment besoin de ça. Il aurait pu laisser les gens dans leur couloir et ça rejoint le plan de couloir dont parle M. Katakoula lui-même. Il est la mouvance, donc il a la majorité, il pouvait tout faire. Même opposant, nous avions voté beaucoup de lois quand on voit que la loi profite au pays. Mais ne nous demandez pas de voter les lois qui ne profite pas au pays. Et je dis, la constitution que nous avons bloquée là, je suis encore persuadé aujourd'hui que ce qu'il a mis ne profite nullement au pays. Nullement. Voyez, on va même jusqu'à personnaliser les choses. On a changé la constitution en mettant même qu'il faut désormais maintenant un vice-président. On a mis dans la qu'il faut le parler là. Et malgré tout ça, on dit que non, il n'y a pas une nouvelle république. Et parce qu'on vise un individu précis, on met dedans d'avoir jamais été président 2 fois toute sa vie. Parce qu'on vise un seul individu. Donc, ça veut dire qu'ils sont conscients qu'on est dans une nouvelle république. Et pour que cela ne soit... Bref, franchement, je crois que le président, à partir de son postulat
que dans un petit pays comme les nôtres, là, pour pouvoir revenir au pouvoir, que ce n'est pas le bilan qui compte, il faut soumettre tout le monde. Effectivement, il a soumis les maires, les députés, les hommes d'affaires, même les religieux. Au point où aujourd'hui, on n'a plus aucune institution. J'ai parlé des personnalités morales. Certains sont choqués. Bon, c'est là où M. Katakoula doit être aussi honnête en reconnaissant qu'on a mis un système en place où ça ne permet pas à certaines personnes de se mouvoir. Mais les gens auraient pu aller loin. Et là, je suis d'accord avec lui. Ceux-là qui pensent qu'ils sont même des présidents d'institutions, qui pensent qu'on ne leur permet pas d'exercer leurs prérogatives, ça leur coûte quoi de quitter? Bon, on va me dire que la démission n'est pas dans le langage du béninois. Et le gars a démissionné. C'est sûr qu'on va trouver quelqu'un d'autre encore. Mais au moins, on aurait constaté que le président est en train de dévier, et cette déviance mène le pays loin. On a eu des morts inutiles. On est en train d'entretenir, comment vous appelez ça, une crise sociale inutile. On est en train d'amener une fracture sociale. Au point où ce qui se passe là, il y a des familles où les gens ne vont plus jamais s'entendre. Ça veut dire des gens qui savent que c'est tel policier qui a tiré sur leur fils. Regardez le cas de Campus, tout ça là. Je ne vais pas parler de ça avec tout ça. Les gens qui aujourd'hui dans une famille, parce qu'on soutient un président qui est dans des dérives, on soutient tout, on a cassé les bonnes dames, on a fait ci, on va chercher des gens dans leur maison, on les enferme, et non, arrêtons, franchement. Donc il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je souhaite, franchement, que les gens se disent que ce n'est pas nous qui avons inventé la démocratie. Il y a des principes, comme vous l'avez dit, il y a des principes sacro-saints, c'est-à-dire la liberté d'expression, la protection des droits humains, la séparation des pouvoirs. Mais du moment où on a fait tout ça, si vous faussez avec l'Assemblée, tout est faussé. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, le président a bien réussi dans son postulat, mais une fois encore, quelque part, il est écrit, l'homme, il y a beaucoup de projets dans la tête de l'homme. L'homme a beaucoup de projets, mais seul le dessein de Dieu qui se réalise. Il n'y a pas d'homme puissant et très puissant. On a connu tout ça dans le monde. Ça va passer. Ouais. Et pour que les gens se rattrapent, parce que, qu'ils veuillent ou non, il va devenir ancien président. Ceux qui aujourd'hui sont en train de s'accommoder avec lui, qu'ils sachent que c'est les mêmes. Et là, mon ami l'a dit, qui était avec Yahi hier, qui aujourd'hui tire sur Yahi là, c'est eux qui sont encore avec lui. Ils vont tirer encore sur lui, ils vont lui faire la même chose. Et il est même mieux placé pour le savoir. Bon. Monsieur Dianotin, avant nous tendons vers la fin de cette émission. Je vais donner la parole à votre vis-à-vis. Mais votre vis-à-vis a posé un problème extrêmement important. Il dit, d'accord, que voilà, nous sommes dans que le président a combattu le régime présidentiel sous le règne de Yahi Boni. Et il reconnaît que, bon, voilà, il y a le président actuel va, sinon, double pratiquement cette façon de gouverner sous le chapeau du régime présidentiel. Et il va plus loin pour dire, mais où sont les opposants? Qu'au moment où Yahi Boni le faisait, il y avait une opposition. Mais maintenant, où est l'opposition malgré tous ces dérapages? C'est-à-dire qu'il revient encore sur la question d'hommes et sur la thématique de cette émission, la compromission. La compromission, est-ce que c'est fatal aujourd'hui à l'opposition? C'est ça le problème, c'est que les faits sont là, mais dites-nous, ou soit c'est une stratégie sur laquelle le pouvoir en place se base, sachant qu'il a déjà caporalisé tout le secteur et maîtrisé ses opposants à cause des types de compromissions que nous avons inventés. Et maintenant, dit, mais voilà, je fais ça, mais grouillez-vous, vous ne faites rien. Ça peut être une stratégie politique. Donc, j'aimerais, avant de passer la parole très rapidement à votre... Non, merci. Non, en fait, en réalité, je me suis prononcé, bon, peut-être que je n'ai pas été aussi clair, je vais encore peut-être mieux m'exprimer. J'ai dit non, que je donne raison à M. Katakoula qui dit, quelles que soient les difficultés, l'opposition doit tout faire pour exister. Et qu'il y a quelques-uns qui continuent de tenir malgré tout. Mais si quelqu'un doit bien vendre FCBE, ce n'est pas les Yarou, ce n'est pas les Moumpé, c'est moi Dianotin. C'est ça, c'est et vrai. Si quelqu'un devait aller chez Talon pour avoir beaucoup plus de prix, c'est bien moi Dianotin. C'est vrai. Et je sais tout ce qu'on a fait, même pour me dire que ce soit les Moussou Bruno, les Nango, les Ijikola Olé, les Humbedi m'ont appelé quand cette fausse histoire de coton là.
pour dire oui, pour qu'on ne laisse pas ton immunité à cette de voter pour la révision de la Constitution. Je l'ai dit en plénière. Je dis, mais moi, tel que je suis éduqué, je ne le ferai jamais. C'est ça. Je ne le ferai jamais. Et je lui ai dit. On m'a proposé de l'argent, j'ai refusé. Bon, bref, donc c'est pour dire que c'est une question de conviction. C'est ça. Et de formation. Un. De deux, maintenant, lorsqu'il parle de problème de régime, c'est là que j'ai dit, c'est vrai que nous sommes dans un régime présidentiel fort, mais c'est malgré ce régime-là, on a connu 4 régimes, malgré ce, oui, bon, c'est pour me répéter, ce régime présidentiel fort, on a eu 4 régimes où les gens se sont adaptés et l'opposition a existé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est-à-dire c'est le président même qui a tué l'opposition. Quand l'opposition peut exister à l'Assemblée sans aller aux élections législatives, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu la volonté. Ils se sont conformés, c'est ça que je vous expliquais, ils se sont conformés au code électoral et à la charte des partis politiques. D'accord, d'accord. Mais parce que le président veut avoir 83 députés sur 83, Job Benoît a inventé le certificat de conformité. A inventé ce certificat de conformité qui n'est dit nulle part. Personne ne peut me convaincre par rapport à ça. Et tout le monde le savent. Donc, pour exclure les gens. Et c'est la même chose qui continue. Du moment où vous n'avez pas des opposants à l'Assemblée, donc, ils ne peuvent pas se lever pour aller s'asseoir. Pour dire, ah, mais on n'a pas vote, mais nous-mêmes, on va s'asseoir là. Ils ne peuvent pas le faire. S'ils le faisaient, je suis sûr que Katakula même va dire, ah, ils ne sont pas élus, mais c'est une formalité. Ils n'ont pas fait la formalité, ils sont allés s'asseoir là-bas. D'accord. Ouais. Maintenant, je vous ai dit que c'est l'Assemblée nationale qui désigne les membres pour aller à la Cour constitutionnelle, pour aller à la Haute Cour de justice, pour aller à Coste-Lévis. Mais au moment où il n'y a pas d'opposition, comment ils peuvent le faire? Donc tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, là, c'est de se battre sur le terrain pour inverser la tendance, pour contraindre d'une manière ou d'une autre le président, à savoir qu'il y a des principes auxquels on ne touche pas. Et nous sommes dans cette dynamique aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, beaucoup, effectivement, comme vous l'avez dit, sont compromis, sont allés là-bas, tout ça là. Et il a dit, le projet, il va. Je vais là, il va. Malgré tout ce qu'on dit, il est sur le terrain, non? C'est ça. Bon, j'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas dit qu'il représente l'opposition, pas de quoi, le problème n'est pas là. C'est pour dire que il y a des gens. On est décidé, il y a des actions qu'on peut mener. Et les jours à venir, vous allez voir beaucoup de choses. Si le président ne fait pas demi-tour et pense que tête baissée comme il a toujours fait là, parce que nous allons avoir une élection qui est une élection décisive, qui est une élection plus déterminante que les élections législatives et les élections communales. Parce qu'il s'agit de celui qui va représenter le Bénin dans le Conseil des Nations. Alors, c'est trop grand ça. Ouais, je vois votre... Monsieur Katakula, vous avez... 10 minutes que le ministre... Allez-y, non, allez-y, c'est exprès que je l'ai fait. Allez-y. Ok. Vous aurez... Il faut dire aussi une chose, il faut dire que le fait que pendant que les forces Corée-Point Bénin émergents étaient déjà encore à l'Assemblée, le fait de voter la nouvelle charte des partis ou bien le nouveau code électoral qui a permis de revoir les partis, la nouvelle charte en ce moment. Ah non, pardon, là, voilà. S'il vous plaît. Non, je tiens encore à dire publiquement ici, voilà cette confusion que les gens ont toujours. On n'a jamais, et j'ai fait plusieurs débats, même pendant que j'étais au pays, avec les ordres à la datin qui ont allé chercher encore les archives de l'Assemblée. On n'a jamais voté ça. Le jour même où on votait la liste, on s'était même entendu, même pour ne pas être là. Et pour le code, ce que j'ai dit, c'est là. C'est là où même on a parlé même de Mbéji, pour mettre Mbéji en garde, pour dire, mais son parti sera même cassé. Donc quand les gens font, et puis, exprès, les gens entretiennent ça toujours pour dire, oui, l'opposition a voté ça, aucune opposition a voté, c'est pas vrai. D'accord, allez-y, monsieur Katakula. Monsieur Djanotin, je parle des législatives de 2019. Je ne dis pas que l'opposition a voté ou pas. Mais le fait qu'une nouvelle loi soit votée et qu'il y ait d'autres conditions pour que les partis politiques puissent devenir ou continuer d'exister, c'est-à-dire que les anciens partis politiques là sont déjà caducs. Et donc, il va falloir se conformer aux nouvelles dispositions. Donc, c'est à partir de ce moment que les choses ont commencé, selon moi. Vous savez, vous avez parlé de Martin Rodriguez qui a été chassé tout et tout, mais je me souviens en 2006 ou déjà en 2007, le même Martin Rodriguez a été chassé de ce pays. C'est pour dire quoi? Que ce n'est pas un homme qu'il faut regarder. Ce n'est pas un homme. Lorsque des députés vont à l'Assemblée nationale pour voter les lois qui arrangent le président, au lieu de voter des lois qui arrangent le peuple, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et même s'il y avait l'opposition, on constate toujours que il y a toujours des moments où les gens votent les lois qui arrangent le président. Les gens votent les lois qui arrangent le président du parti.
Les gens refusent de voter les lois simplement parce que leur président de parti n'est pas d'accord. Si on vote la loi, ça va lui créer des problèmes ou ce n'est pas pour ses intérêts. On refuse et on ne vote pas la loi. Ce qui se passe aujourd'hui, comme nous l'avons dit depuis le début, c'est le problème de résilience des oppositions, des formations de l'opposition ou des hommes politiques de l'opposition. Leur problème, leur capacité de résilience par rapport aux assauts du pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place va toujours chercher à rivaliser avec eux ou juste à les pousser dans leur dernier ressentiment. Et ils n'arrivent pas à résister, ces partis, parce que, comme nous le disons, ils ne sont pas suffisamment organisés, ils n'ont pas été créés sur la base des gens qui étaient convaincus ou autres, ils n'ont pas été créés selon ce qu'il faut. Non, on a juste rempli des formalités, on a mis des noms et puis on a envoyé les papiers. C'est seulement quelques élites. Les anciens partis politiques, il y a des gens même qui sont membres de partis politiques et qui ne savent pas qu'ils sont membres de ces partis. Parce qu'on leur a demandé juste envoyer les attestations de résidence, tout et tout. Les gens restent là, on fait. Et quand on finit d'apprendre le truc, on appelle les gens, on amène les militants, on remplit une salle et on dit qu'on a créé le parti politique. Donc, il y a tout ça là qui constitue un problème. Et aujourd'hui, le président Patrice Talon, avec le bloc républicain et l'Union progressiste, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui sont dedans. Beaucoup de gens sont aussi allés parce que, bon, c'est ce que le président a voulu. Mais l'opposition n'a pas su profiter pour se fédérer. Voyez-vous, quand le problème s'était posé, il s'était posé le problème de l'union de l'opposition aussi au sein d'un parti. Et je me souviens d'une déclaration sur les réseaux sociaux du président candidat Zanaï qui a invectivé le président de l'USL. Vous dites, mais ça, c'est parti, ça. Un nouveau parti, parce que simplement, les gens, tout le monde veut être devant. Normalement, si cette opposition devait faire bloc pour pouvoir aller contre le président Patrice Talon, il n'y a pas de débat, passe par exemple à la présence de forces Coripo et Bénin émergent. Parce que c'est le parti qui était là depuis, qui est constitué, qui avait des députés, qui pouvaient vraiment rivaliser face au pouvoir en place. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Tous les autres opposants aussi, on veut que ce soit l'USL, on veut que ce soit le parti de Azanaï ou les autres aussi veulent que ce soit le parti. Donc, les opposants n'arrivent pas à s'entendre sur ce qu'ils veulent faire. Ils ne peuvent pas s'unir pour avoir des partis forts aussi. Et du coup, malgré qu'ils se disent de l'opposition, mais ils ne sont pas ensemble. C'est ça qui fait que leur capacité de résilience face aux assauts du pouvoir en place est très faible et les rend vulnérables. Aujourd'hui, M. Denotin est en France. Peut-être pour des raisons ou d'autres, les raisons qu'il évoque, ou pour d'autres raisons. Quel est le soutien dont il a bénéficié de ces gens-là? Aujourd'hui, vous voyez M. Kwame Kouché qui dit que bon, il porte aujourd'hui le parti ou autre. Quand vous voyez, lui-même Kwame Kouché, son ascension au sein des forces Coripo, un Bénin émergent en son temps, est-ce que ça a été accepté de tous? Ou bien ce n'est pas la volonté de l'ancien chef de l'État, Boliaï, qui l'a poussé à ses sommets, ou aujourd'hui le parti est fini, il tente de colmater, il n'arrive pas parce que lui-même, il n'a pas les convictions qu'il faut, il n'est pas préparé pour ça. C'est ça le problème de l'opposition aujourd'hui. C'est vrai que le président Patrice Talon ne va pas croiser les bras et les voiles et même prier pour qu'il se réorganise. Non, mais c'est à eux d'avoir cette force, cette organisation, cette conviction que c'est ensemble que nous pouvons nous mettre pour pouvoir faire face à ce régime qui est là et qui n'hésite pas sur les moyens pour atteindre ces résultats. Parce que quand vous avez tous les jours une opposition qui crie dans la rue, quand vous avez tous les jours des syndicats qui ne font que débrayer, qui ne font que faire grève, vous n'avez pas la paix pour gouverner. Donc, aucun pouvoir n'aime avoir les gens dans la rue. Et donc, l'opposition aujourd'hui, si l'opposition veut avoir la victoire ou bien avoir une chance de rebondir, c'est de s'unir. C'est de s'unir. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Le sacrifice, c'est que chaque membre de cette opposition puisse mettre de côté son ego et pouvoir travailler à un ensemble. Mais si on a toujours FCBE à part, les démocrates à part, je ne sais pas quel parti on va encore créer avant la présidentielle qui vient, quel parti et autres. Donc voilà, c'est ça le problème de l'opposition selon moi. Monsieur Katakoula, est-ce que je suis d'accord, hein, il faut l'union, il faut l'organiser, il faut toute une structure. Est-ce que cela a été déjà fait dans un passé, ça a coûté 52 jours hein, d'arrêt à la maison assigné en résidence pour le président Yahi Boni. C'est-à-dire, il y a un problème, c'est-à-dire, je veux comprendre le problème. C'est-à-dire,
Et tous les panélistes que j'ai reçus ici, en tout cas qui sont un peu au niveau de la mouvance, prônent cette thèse. Ça dit, bon, il n'y a pas une organisation, hein, et c'est vrai, c'est un constat au niveau de l'opposition. Et voilà, tout le monde, la cacophonie d'ambition que vous venez de dire. Mais est-ce que pour moi, ce n'est pas une stratégie du pouvoir qui a su quand même maîtriser, hein, pas n'importe quelle alchimie, hein, on a parlé de la compromission, etc., etc., pour maintenant sortir ce joker, pour dire, bon voilà, l'opposition, comment dirais-je, n'est pas organisée, sachant que l'opposition ne peut pas être organisée et il ne peut jamais y avoir une cohésion. Donc, du coup, on lance ce ballon pour dire, bon voilà, si vous n'arrivez pas à gagner les élections, c'est à cause de ce problème, sachant que ce problème, c'est pratiquement fait, hein, de toutes pièces, hein, pas la mouvance. Ça peut être aussi un cas, parce que nous avons vu le président Yahya Boni, quand il a dit, bon voilà, si vous êtes prêts, je suis prêt, et il était prêt, ça lui a coûté une assignation en résidence privée. Vous voyez? Donc, il y a ce fait-là, parce que aujourd'hui, je suis d'accord, je partage, hein, que même au sommet de l'État, il y a la compromission. Mais hormis cela, est-ce que effectivement il y a la loi numérique aujourd'hui? Le Bénin n'est plus comme le Bénin d'avant. Donc c'est différent. Nous sommes, comme le dit quelqu'un, dans un État autoritaire, où on n'est plus tellement libre. Donc ce fait-là aussi peut être vraiment une façon qui empêche l'émanation même, de cette opposition de jouer son rôle régalien. Toute la question elle est là. J'aimerais que sur cet aspect précis, sans généraliser, vous puissiez vraiment réagir, parce que nous avons beaucoup d'internautes qui veulent entendre un autre son de cloche, parce que ça a été toujours le discours, hein, des gens. Oui, le son de cloche qu'on réclame. Vous savez, les gens veulent-ils que dans l'arène politique, on parle de l'arène, vous savez ce qu'on appelle l'arène, allez lire la mythologie grecque, l'arène. Donc, même si on n'est pas des ennemis, c'est des adversaires qui se combattent. Vous ne pouvez pas s'attendre à ce que votre adversaire vous donne les armes pour le tuer. C'est vrai qu'il y a un minimum sur lequel tout le monde est parti, la Constitution, les lois de la République. Merci. Et autres qui sont en vigueur. L'application de ces lois par le régime en place ou pas, que le régime en place applique bien ou applique mal ces lois, ce n'est pas là le problème. Quelle est la capacité des autres à pouvoir montrer à ce pouvoir en place qu'ils sont là? Parce que si ce que vous dites, on dit oui, c'est le pouvoir qui a fait que les gens n'arrivent pas à s'unir, c'est les lois que le pouvoir, ou bien c'est que le pouvoir qui fait que les gens n'arrivent pas à s'unir, c'est qu'il n'y aurait jamais rien dans aucun pays du monde. Vous savez, au début des indépendances, nous avons eu des régimes vraiment autoritaires, autocrates. Mais pourtant, les peuples ont vaincu. Parce que des gens ont accepté de lutter sur la durée. Prenez les régimes forts de l'apartheid en Afrique du Sud, où c'est assassinat, exécution, tout. Mais les gens ont lutté. Oui, mais monsieur Katakoula, vous ne pouvez pas dire que parce que le régime qui est là n'est pas ouvert, le régime ne fait pas l'ouverture, le régime est autocratique, le régime est si, que c'est à cause de ça que vous aussi vous ne pouvez pas lutter, que c'est à cause de ça que vous ne pouvez pas avoir, que vous avez un ennemi commun qui est ce régime, et donc il va falloir vous unir pour pouvoir abattre ce régime. Mais en fait, oui, mais vous avez pris l'exemple de l'Afrique du Sud. Le contexte est différent, hein. C'est pas la même chose, mais ce que nous disons, c'est pratiquement une organisation politique. Ce n'est pas que la mouvance ou le BR ou la mouvance de Patrice Talon constitue l'ennemi, hein, de l'opposition. Non, ce n'est pas qu'il y a un problème ethnique au Bénin, ce n'est pas qu'il y a une rébellion. Tout ce que les Béninois disent, c'est que le jeu démocratique soit ouvert et que nous soyons pratiquement, on fasse un jeu amical. Donc, si les basiques ne sont pas en place, par exemple, vous avez vu, par exemple, quand vous critiquez aujourd'hui le régime, vous êtes en prison. Nous avons vu, vous êtes au Bénin, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens, vos collègues sont aujourd'hui en prison. Il y a des opposants. La dame
Okuma, qui vient d'être libéré. Donc, si vous voyez tout ça, et un président de la République a été mis, vraiment, je vais dire, en prison, mais il y a problème, c'est-à-dire il y a problème. Les gens ne veulent pas vraiment. Quelqu'un dira que mais on ne va pas mourir bêtement. Donc s'il y a, comment dirais-je, ce tonton Makout au Bénin aujourd'hui, donc ce n'est pas possible. Moi, je vais vous dire quelque chose et je prends mon exemple. En 2006, j'étais le président Yahi Boni, nous avons tous comment dire, œuvré pour qu'il puisse venir. Après 2 ans, j'ai combattu le président Yahi Boni. J'ai combattu le président Yahi Boni et dans la même famille, il y avait d'autres qui soutenaient le président Yahi Boni. Mais cela ne m'empêchait pas de venir et d'être toujours avec la mouvance et tout en gardant mes principes. Donc, c'est cette ambiance qui manque aujourd'hui. Donc, nous avons vu, Kérékou 2, il a ouvert, il y avait les principes démocratiques n'étaient pas bafoués. Donc, ce que nous voulons dire, M. Katakoula, c'est quoi? Je suis d'accord que le pouvoir s'arrache, mais ce n'est pas pour autant pour jouer, et comment dirais-je, au pire. C'est-à-dire, le pire aujourd'hui, c'est que des choses simples. Est-ce que aujourd'hui, c'est trop demandé pour que, par exemple, la liste électorale soit auditée? C'est normal, c'est le droit de tout citoyen. Est-ce que c'est normal que ces élections présidentielles soient exclusives? Donc, toute la question, elle est là. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que ce débat ne soit pas vraiment un débat partisan, comme l'a dit Djanoté, pour qu'il y ait une certaine objectivité. Nous sommes d'accord sur ce que vous dites, que voilà, il y a une nonchalance et il y a pratiquement une opposition qui vraiment n'est pas du tout formatée à l'image que souhaite le peuple. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire, bon voilà, et le pouvoir est là, il faut faire tout. Non, on veut faire tout. Aujourd'hui, s'il y a même des écrits, il y a la loi numérique. Oui, c'est toute la question, elle est là. Moi, je ne pense pas que la mouvance peut s'en sortir dans ce débat, dans cette articulation. Ce n'est pas possible. Et surtout, dans ce contexte actuel où les peuples aujourd'hui veulent la transparence, où les peuples veulent que toute élection aujourd'hui, désormais en Afrique, soit des élections transparentes, qu'il n'y ait plus d'exclusion. Donc, c'est ça la question. Et cela m'amène tout de suite, et ça c'est la dernière question, à vous poser la question de savoir si le Bénin est à l'abri de ce printemps ouest-africain qui souffle dans l'univers des pays de la CEDEAO, où on parle, je l'ai dit, abondamment de transparence, d'élections inclusives et de tripatouillage des constitutions pour permettre de faire un 3e mandat. Et ça, c'est la dernière question de cette émission. Monsieur Djanoté, vous avez la parole avant de la redonner à votre vis-à-vis. Très rapidement. Merci beaucoup. Non, au fait, moi, je crois que je ne vais pas être sourd à ce que dit M. Katakoula. Et ce que je retiens finalement, c'est à l'opposition de s'organiser par toutes les manières, de toutes les façons, pour arrêter l'élan du Parti Salon. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est qu'il y a un problème de paradigme ou bien un problème d'approche. C'est que nous, on se met dans l'option de démocratie. Le Bénin n'est plus un pays démocratique. C'est ça le problème. Depuis l'arrivée de Talon, le Bénin, donc, Talon est en train de construire un État dictatorial, un État fasciste. Donc, il faut qu'on se rende compte. C'est ça le problème. Simplement, on doit se déprogrammer. C'est que dans notre tête, là, on continue toujours de penser que le Bénin est encore démocratique, donc on doit faire les choses suivant les normes démocratiques. Et c'est ça. Sinon, effectivement, comme vous l'avez dit, quelle est cette histoire où, dans quel pays, on fait voter une loi pour dire attroupement, non-armé, attroupement, je ne sais pas quoi. Donc, on va 3 personnes, on envoie les policiers pour les disperser. Et dans le même temps, on dit à l'opposition, vous ne vous organisez pas. Moi, j'ai vu, même devant la Maison-Blanche, même un individu, ils vont s'asseoir devant la Maison-Blanche parce qu'ils sont mécontents. Oui. Mais ici, dans mon pays, on dit désormais, ce n'est même pas possible. C'est-à-dire, et venez comment venez pour un autre humain.
Que tu sois content ou pas content, là. Tu arrêtes, tu ne peux pas... C'est quoi ça? On n'est plus dans un état démocratique. Donc, on a pris bonne route qu'il faut s'organiser de toutes les façons. Maintenant, le vrai problème aussi, avec l'avènement du président Talon à la tête du Bénin, c'est que depuis 1991, malheureusement, c'est ça le vrai problème. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à appréhender. C'est quelqu'un qui est resté dans le système en tant qu'opérateur économique d'abord. C'est le système qui l'a permis même de venir en lui bradant les machines de la Sonapra, tout ça, comme on sait. Et puis, il s'est enrichi, il a aidé certains hommes politiques, au point où finalement, rares sont ceux qui peuvent le regarder, comme je l'ai dit là. C'est ça. Rares sont ceux qui peuvent le regarder parce que c'est lui qui les nourrissait. C'est ça. Même dans le régime de Yahya Boni, comme je me plais à le dire, c'est ça. Talon avait ses lieutenants dans le régime de Yahya Boni. Regardez même dans son propre gouvernement. Combien de gens de Yahya Boni il y a? Ceux qui se disent aujourd'hui même de la mouvance au niveau de l'Assemblée. Regarde le nom de Yahya Boni. Donc, c'est des gens qui, bien qu'étant avec Yahya Boni, vous m'excusez, Yahya Boni pensait avoir des gens propres à lui, alors que c'est des gens qui étaient nourris, blanchis depuis les Syriens, tout ça. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, le problème de morale, d'éthique doit s'inviter à la politique. Donc, les gens sont en réalité avec vous le jour, mais la nuit, ils ne sont pas là. C'est ça. Donc, les quelques rares que vous voyez aujourd'hui, tenus tête, c'est ceux-là qui ont vraiment une conviction. Et moi, je remercie M. Kadakula par rapport à ce qu'il dit. C'est qu'on se bat, mais il faudrait qu'on se batte encore mieux, plus. Maintenant, ce qu'il faut que tout le monde sache aujourd'hui, que les gens cessent de penser qu'on est encore dans un état démocratique où le jeu doit se faire de façon démocratique. C'est sûr qu'il il est venu pour asseoir une dictature et il prend tout et il met le vernis démocratique, le vernis légal, où on dit c'est la loi qui a dit. On est venu dans un état de loi. C'est la loi qui a dit, c'est la loi qui a dit, c'est la loi qui a dit. Donc, quelle loi va refuser aux gens de se manifester? Et on dit c'est la loi. On dit quelle loi? On dit une loi numérique. Ou même, je vais rappeler, le PLD au moins voulait voter cette loi-là. Je leur ai dit. Il y a une députée là, qu'on est allé arrêter au marché de Porte-Nouveau pour dire non, qu'elle ne doit pas parler. Oui. J'étais allé la voir au lendemain du vote, elle dit ah, c'est mauvais. J'ai dit non, c'est vous-même PLD qui avez cautionné cette loi-là. Bref, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'opposition est en train de s'organiser. Il faut que les gens soient clairs dans la tête de tout le monde. Quel que soit le nombre que nous sommes, nous allons continuer à faire cette lutte. Et cette lutte même, c'est pour sauver même ceux qui sont avec le président. Parce qu'il y en a plein qui sont avec lui, mais qui ne sont pas heureux, qui ne peuvent pas parler. Mais on se parle, non? On est tous des Béninois. Ils ne sont pas heureux. Ils sont en otage. On va les délivrer. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, par rapport à votre question. Très rapidement. Oui, par rapport à votre question, j'ai même oublié, j'ai commencé à oublier un peu. C'est-à-dire, le Bénin est-il à l'abri de ce printemps ouest-africain? Voilà. Qui dans l'univers des pays de la CEDEAO. Merci. Vous voyez, il y a un mal que tous les présidents, pas seulement Talon, tous les présidents, surtout dans les pays africains, c'est qu'on pense qu'on est tellement si fort. Or, quelle force a même un président en dehors de l'armée? C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est la force publique. La force publique incarnée par la police et l'armée. Donc, parce que le président Talon lui pense que, bon, comme il arrive à tellement donner beaucoup de millions au grand patron de l'armée, donc c'est fini. Et bon, et puis on commande les armes, c'est-à-dire pas pour lutter contre l'étranger, pour lutter contre ses propres populations. On en avait tué suffisamment. Comme si cela ne suffisait pas, il y a 10 jours, on a reçu encore 2 conteneurs d'armes dans le cadre de la présidentielle. Mais ces militaires-là, ces policiers-là, ils habitent dans des maisons. Ils ont des frères, ils ont des parents, ils ont des beaux-parents, tout ça là. Ils m'ont tué encore combien? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour vous répondre directement, le Bénin n'est pas à l'abri du vent qui souffle. Une semaine avant le départ, même la veille du départ du président, comment vous appelez ça? Malien. Président malien. Lui, il comptait toujours, non, il a les militaires, ils vont le défendre, il ne peut pas faire ci, faire ça. C'est parce qu'on passait la garde rapprochée même, et qui a accompagné les gens même pour aller le chercher dans sa chambre. Donc, c'est des illusions que les présidents qui veulent instaurer la dictature pensent. Et quand ils font l'armement contre leur peuple, ils oublient que ces mêmes armes-là vont les descendre un jour. Et les armes sont légion dans la sous-région. Mieux, je peux même aller au-delà. Ce que je dis, ça relève peut-être de la métaphysique, ou bien ça relève peut-être de la foi, et je le crois simplement. Parce que, comme je le dis encore, le Bénin même a une âme. Le Bénin a une âme. Et tout cela, tout le sang qu'on est en train de verser là, ce sang-là crie vengeance. On ne peut pas s'en passer.
Et c'est pour vous dire, la seule issue aujourd'hui, honorable, pour le président Talon, ce n'est pas que ce n'est pas une supplication. Moi, je ne vais jamais le supplier. Il faut que ça soit clair dans les têtes. Moi, je ne vais jamais le supplier. Si je voulais le faire, je l'aurais fait. Quand les gens disent, ah non, il faut demander pardon pour rentrer, je ne le ferai jamais. Parce que je suis en conformité avec ma conscience. C'est ça. Je suis très à l'aise. Donc, cette souffrance, comme l'a dit M. Katakoula, on peut être politicien, politique, c'est refuser certaines souffrances. C'est pour un idéal, c'est pour une conviction. Et je suis prêt à faire cette souffrance-là parce que c'est qu'un jour, je serai délivré. Donc, la seule issue honorable, et je comprends le président Talon, c'est qu'il est allé tellement loin qu'il a peur lui-même pour sa vie. Il a peur pour ceux qui l'entourent. Donc, c'est d'accepter, faire un vrai débat. Parce que tout est dessus dessous. Le Bénin est complètement, c'est-à-dire, tout est cassé. Il n'y a plus rien, rien. Toutes ces lois qu'on a votées là, ça ne sert à rien. Donc, s'il s'entête, vous m'excusez le terme, je ne vois pas le mot, je ne veux pas dire qu'il va, ce n'est pas le mot en tête. S'il persiste, s'il s'obstine, voilà le terme, c'est plus, je ne vais pas dire qu'il président en tête. S'il s'obstine à rester dans cette fermeture, à écouter les griots qui sont avec lui, je vous assure tout, le jour va arriver où il va pleurer de toutes les larmes qu'il y a dans son corps, toute l'eau dans son corps. Parce que c'est même aujourd'hui, à cause des intérêts, marcher, tout ça là, les postes qui veulent dire, ah, monsieur, non, il faut résister, il faut résister. Ça veut dire quoi ça? Le Bénin, c'est le Bénin de Biogare là, qu'on a aujourd'hui là. Bref, pour faire court, le Bénin n'est pas à l'abri. Et on ne peut pas indéfiniment compter sur la force publique, sur l'armée, sur la police. Les mêmes militaires qui ont gardé Yahi hier, qui ont été, je ne vais pas nommer des trucs, ce sont ceux-là, sur ordre d'Olivier Bokor de Talon, sont allés tirer encore dans la maison de Yahi Boni, qui sont aujourd'hui très proches. Bon, il va me dire peut-être qu'il y a des liens d'alliance, il y en a qui sont ses beaux-frères, tout ça, il ne peut pas lui faire ça. Mon Dieu, que Dieu le garde. Que Dieu le garde. Et pour finir, je ne sais pas si c'est peut-être la fin déjà, pour finir, je voudrais dire que la politique, sans morale, sans conviction, sans éthique, n'est que compromission. Et c'est tout le nœud, la problématique que vous avez là. Il faudrait que désormais, nous puissions savoir que nous, on fait la politique, mais avec un peu d'éthique, un peu de morale, un peu de conviction. Je sais que je prêche dans le désert pour certains, mais je sais qu'il y a quand même un petit nombre qui pensent la même chose que moi, parce que Katakoula aussi m'a compris que sans éthique, ça ne peut pas marcher. Mais il y en a d'autres, leur premier s'en foutent, c'est leur ventre. Oubliant que l'homme ne vit pas que pour le pain. Oubliant Merci également beaucoup. Que l'homme ne vit pas indéfiniment et il n'y a pas d'avantage éternel sur cette terre. Donc, il faut que nous laissions un nom à notre progéniture. Voilà. Okay. Vous avez entièrement le plateau et pour conclure aussi. D'accord. Non, aucun pays n'est à l'abri de ce que nous observons dans l'Afrique de l'Ouest ou de ce qu'on a vu en Afrique du Nord, qui a été appelé printemps arabe ou ce qu'on appelle printemps ouest africain, je ne sais pas maintenant. Aucun pays n'est à l'abri parce que nos régimes démocratiques sont encore à l'étape d'apprentissage. Oui, on peut me dire, oui, le Bénin, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, mais aux États-Unis, c'est 200 ans de démocratie. Donc, aucun régime n'est à l'abri. Et chaque jour, chaque régime qui vient essaye de faire, enfin, d'apporter un peu plus dans la marche vers le développement. Et dans cette quête de développement ou de travail, on marche parfois sur certains préceptes. Ce que moi je dis simplement, c'est que les tests soient le plus ou moins respectés. Vraiment, les tests de la République soient respectés et que les opposants cessent de pleurnicher. C'est ça. Que les opposants cessent de pleurnicher sur le lait renversé. Parce qu'il n'y a que dans la lutte qu'on gagne la victoire. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est un problème. D'autres pays ne sont pas à l'abri. Même le Bénin aussi n'est pas à l'abri parce qu'on ne sait jamais quand ça va dégénérer. Nous avons eu les événements d'avril 2010, je crois. Les événements de Azanaï. Nous avons vu comment le pays a failli basculer en une nuit. C'est ça. Les événements de mai 2019, nous avons vu. Et donc, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pour cela que autant ceux qui sont au pouvoir, autant ceux qui sont de l'autre côté aussi, tout le monde doit travailler à ce qu'on ne puisse pas pousser les peuples à aller dans ces derniers retranchements. Voilà ce que je puis dire. Et pour conclure, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez donnée de parler sur vos antennes
et surtout de revoir le visage du ministre Dianotin. C'était déjà vu sur des plateaux ici avant son départ pour des vacances dorées en France. Oh! D'accord, d'accord. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je remercie sincèrement nos deux invités qui ont vraiment fait un débat très régalien. Monsieur Katakula, chapeau pour la contribution. Et le ministre honorable Dianotin, il est habitué à ce plateau. C'est toujours très, très un plaisir de le revoir sur ce plateau. Donc, nous voici donc au thème de notre émission qui a abordé la compromission politique, une arme qui plombe l'opposition. Nous remercions, je l'ai dit, nos deux invités et surtout Malik Sall, le producteur sénégalais de cette émission, à la touche panafricaine depuis nos studios de Minnesota. Quant à moi, je suis Soul to Soul pour les intimes et Suleiman Harouna à l'état civil. Aussi, je suis votre host de cette émission Inside Africa. Tant mieux, le peuple béninois va sortir. C'est encore Yves Kenao, c'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. $185 pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 0295 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 0295. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion. $185 pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça?